Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 5e épisode de la saison 9 de Vue du banc. Épisode enregistré quelques minutes après la fin du match entre le PSG et le Rasenballsport Leipzig. Une victoire 3-2 du PSG, des buts de Mbappé, Messi et à nouveau Messi la deuxième fois sur un penalty contre des buts d'André Silva et Mukiele pour Leipzig. Pour parler de ce match et sans doute un petit peu en fin d'épisode de l'autre match de la poule qui opposait Bruges à Manchester City. Je suis accompagné de mes deux amis, de mes deux compères habituels, Florent Tonuti. Bonjour Florent. Salut Christophe. Et Raphaël Cosmidis. Bonjour Raphaël. Salut messieurs. Bonjour volontairement dans l'idée que les gens nous écouteront le matin et donc que nous lancerons leur journée en leur parlant dans leurs oreilles. Nous, c'est évidemment le soir à l'heure où on enregistre. Donc je disais ça juste avant, victoire 3-2 du PSG face à Leipzig. Je vais donner les compos tout de suite avant de vous donner la parole et de déguster vos analyses. Côté parisien, Navas dans les buts. Derrière, Hakimi, Marquinhos, Kipembe, Nuno Mendes. Au milieu, André Herrera, Gay, Verratti. Et devant, Messi, Mbappé, Draxler. Côté Leipzig, Goulashi dans les buts, Simakan, Orban, Klostermann derrière, Mukiele Angelino en piston, Laimer, Adams, Aïdara au milieu et Nkunku, André Silva devant. Là, deux systèmes qui étaient quand même assez vite identifiés, 4-3-3 d'un côté, 3-5-2 de l'autre. Raphaël, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire sur ce match sans tout de suite répéter ce qu'on a pu dire les épisodes précédents et les saisons précédentes, parce qu'on va pas se mentir, le contenu nous incite pas forcément à nous renouveler puisqu'on est bien obligé de parler de ce qu'on voit et ce qu'on voit a tendance à se répéter de semaine en semaine. Alors, il y a une porte de sortie facile, c'est de parler de Leipzig. Qu'on utilisera peut-être à un moment. Oui, assez régulièrement dans l'épisode, pour dire ce qu'ils ont bien fait malgré un début de saison chaotique en championnat. Non, sur le plan du PSG, c'est un peu les mêmes analyses que lors des semaines précédentes, et j'irai même plus loin lors des saisons précédentes, comme tu l'as dit Christophe. Donc ça va être compliqué de ne pas redire les mêmes choses, même si ce soir il n'y avait que deux attaquants qui défendaient et pas trois, puisque Neymar n'était pas là, donc le PSG s'est organisé en 4-4-2 défensivement, a laissé Mbappé et Messi devant et s'est organisé soit avec deux lignes de 4, soit une ligne de 5, une ligne de 3 sur la deuxième partie du match. Donc peut-être qu'on peut parler de ça, c'est peut-être ça la nouveauté, c'est que Pochettino s'est adapté en cours de match et qu'il a basculé avec trois défenseurs centraux deuxième période. Une disposition qu'on aurait pu imaginer plus tôt dans la saison, mais peut-être que la blessure interminable de Ramos explique aussi que Pochettino n'ait pas encore opté pour cette solution. C'était peut-être aussi pour se calquer sur Leipzig. C'est ça la nouveauté, quoi, que Pochettino a réagi par le système plus que par les joueurs, même s'il y a des joueurs qui ont changé en cours de match. Mais en effet, on va retomber sur les mêmes problématiques sur le plan des Parisiens. Et c'est un petit peu, on peut le dire, surtout quand c'est encore que la phase de poule et que du coup, il n'y a pas le plan de jeu ou le plan ponctuel pour battre une équipe. Sur la phase de poule, c'est un peu lassant de dire que le PSG a ces problèmes-là parce qu'on l'avait dit, enfin, tout le monde le dit et le voit depuis 2-3 ans. Florent, tu es généralement partisan de l'analyse temporelle des matchs. Est-ce que tu veux rester là-dessus ou est-ce que tu veux faire d'abord des commentaires plus généraux? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu non plus un milliard de phases différentes dans le match, mais il y a quand même le score qui est un coup en faveur de Paris, un coup nul et un coup en faveur de Leipzig. Oui, après, je pense pas que l'analyse de certaines séquences de jeu plus qu'autre chose. C'est-à-dire que Paris, quand tu reprends un petit peu le film du match, d'où viennent leurs temps forts, c'est surtout des ballons récupérés haut et rapidement. Et là où Leipzig, par contre, dans l'autre sens, les a gênés, c'est que Leipzig a bien su fermer l'axe, a gratté des ballons là où normalement Paris n'en perd pas, notamment dans la zone de Verratti qui a beaucoup plus souffert sur ce match-là que lors du match précédent face à Manchester City, bizarrement. Je crois que revoir Laimer après le match face à l'Autriche, lors du Italie-Autriche, où là aussi les Italiens avaient eu quelques difficultés pour sortir de la pression, ça lui a rappelé de mauvais souvenirs. Mais donc, oui, évoquer ces phases avec ballon pour aller dans le camp adverse, où Paris a eu du mal, et sans ballon, à partir du moment où Leipzig réussissait les 2-3 premières passes et réussissait à ouvrir sur la largeur, où là, à partir de là, tu te demandais comment est-ce que Paris pouvait le récupérer, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu, qu'on a vu pendant de longs mois la saison dernière et sur les pires périodes avec Tuchel, et là qu'on revoit avec Pochettino, c'est-à-dire à partir du moment où tu arrives à te faire reculer le bloc parisien et à regrouper ces deux lignes de 4,
Bah, si tu es un peu intelligent et que tu as des joueurs bien positionnés sur le terrain, ce que fait plutôt bien Leipzig avec le ballon, bah, tu peux faire courir le PSG. Après, il faut trouver le bon truc pour pouvoir finir. Et là, en l'occurrence, Leipzig avait un bel outil avec le pied gauche d'Angelino. Raphaël, tu veux parler d'abord du PSG avec ballon ou sans ballon? Et donc du coup de l'attitude de Leipzig, qui je pense sera plus intéressante à analyser quand Paris avait la balle que quand Leipzig avait la balle, Euh, parce qu'il y avait, enfin, voilà, il y avait des circuits, mais c'était un petit peu plus classique, avec beaucoup d'André Silva qui joue au poste, beaucoup de Nkunku et les pistons décalés. Non, mais je vais commencer par le PSG sans ballon. Donc pour insister sur les deux lignes de 4 et le duo devant qui courait pas beaucoup et qui déconnectait du reste du bloc. Parce qu'en gros, quand le premier rideau du PSG, qui était pas très actif, était éliminé, ce qui arrivait assez vite, derrière, Mbappé et Messi ne revenaient pas se réintégrer au bloc. Ils restaient beaucoup plus haut pour les contre-attaques, et ce qui a d'ailleurs permis d'ouvrir le score à Mbappé. Hein. C'est parce qu'il est décroché très loin du bloc que ça lui a permis d'ouvrir le score. Mais en même temps, ça oblige le PSG à défendre en reculant. Et je suis pas sûr que cette équipe soit capable de le faire. En tout cas, pas cette version-là de cette équipe. C'est-à-dire elle l'a fait, et on l'avait noté lors de leur épopée où ils vont jusqu'en finale de Ligue des Champions et même de la saison suivante où ils vont en demi, où ils avaient fait des bons matchs dans la défense de la surface. Bah, contre Et City là, aussi. Hein. contre City, oui, contre le Bayern, là, même si le Bayern avait eu pas mal d'occasions, j'oublie les premiers adversaires que Paris avait joué lorsqu'ils vont en finale il y a 2 ans de ça, mais en huitième, je crois qu'ils avaient. C'était Dortmund. Dortmund, Ouais, Atalanta, Leipzig. ouais. Enfin, tu vois, oui. Contre l'Atalanta aussi, ils avaient eu quelques périodes où ça avait bien défendu la surface. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. On avait dit du bien de Nuno Mendes et de Hakimi sur le deuxième poteau lors du match contre City. Là, en l'occurrence, dans le dos de Kimpembe et Nuno Mendes, c'est très souvent passé, grâce au pied d'Angelino. Donc c'est ça. Est-ce que cette équipe est capable sur le long terme de défendre comme ça et de protéger sa surface dans cette organisation-là, ou est-ce qu'il va falloir passer à 5 pour mieux gérer la largeur, avoir une ligne de 5, une ligne de 3, et amener les équipes adverses vers les côtés où elles vont un peu s'enfermer? Je pense que c'est une réflexion que Pochettino aura, parce que la gestion d'Angelino en première période a été très difficile. Hakimi arrivait tard sur lui, soit Hakimi, soit Herrera qui défendait côté droit, arrivait très tard sur lui. Donc il y avait cette difficulté-là, et je pense que c'est quand même un sujet pour ce PSG-là, et ce le sera encore plus quand Neymar sera parce que ça risque d'être lui, sera dans la ligne de 4, si c'est une ligne de 4, de savoir comment ils vont défendre, ou est-ce que ça va être carrément un 5-2-3 avec 3 mecs décrochés, ce qui fait beaucoup quand même, 3 mecs décrochés du bloc. Donc voilà, Pochettino, clairement, soit il a l'intention que les mecs défendent, mais ça se voit pas depuis très longtemps, soit il a fait le deuil de cette idée-là, et il va falloir savoir justement comment organiser cette équipe en divisée en deux pour qu'elle survive à des meilleures équipes, comme le Bayern, comme Liverpool, ou un City plus efficace et plus varié dans son attaque de la surface, ce qu'ils n'avaient pas trop fait au Parc des Princes. Florent, on ne l'a pas tweeté, à un moment ça m'a traversé l'esprit et puis j'ai pas eu le courage, mais au bout de 10 minutes de match, tu nous disais de manière très marquée sur notre conversation privée que tu attendais le moment où Angelino mettrait la balle dans le dos de Kimpembe pour le but de Leipzig. Oui. Évidemment, c'est arrivé. Est-ce que c'est la chose la plus marquante pour toi? Parce qu'encore une fois, c'est-à-dire qu'on peut se lancer des fleurs et dire ah, on avait tout vu, etc. C'est vrai on avait pu anticiper ça, mais en même temps, tu peux dire aussi si du coup tu le sens au bout de 10-15 minutes et que c'est pas corrigé ensuite, c'est qu'il y a aussi un petit souci parce qu'on n'est pas non plus. Enfin voilà, si on le voit, c'est que ça existe et que c'est suffisamment marqué pour que bah, ça puisse être éventuellement corrigé, soit par l'intéressé, soit par le coach, voilà, soit donner Mm. des consignes précises, mais en tout cas essayer de s'adapter. Et c'était l'une des principales menaces, et elle n'a pas forcément été éliminée au cours du match. Bah, en fait, ce qu'on voyait, ouais, c'était que dès qu'Angelino avait la balle, déjà, de par la supériorité du 3-5-2 de Leipzig sur la largeur par rapport au 4-4-2 parisien, à chaque fois qu'Angelino recevait le ballon, il avait de l'espace devant lui. Le temps qu'un Parisien vienne cadrer, il avait quand même beaucoup de temps. Donc ça, c'était la première problématique. Et la deuxième, c'était quand on regardait les positionnements des joueurs de Leipzig, on voyait qu'il y avait beaucoup d'appels dans cette zone-là, dans la zone de Kimpembe, Nuno Mendes. C'est-à-dire tu pouvais avoir André Silva, mais tu pouvais avoir Leimer qui se projetait aussi. Tu pouvais avoir Nkunku. Euh, on a finalement aussi eu Mukiele en deuxième mi-temps sur le 2-1. Et en fait, c'est surtout ça qui me laissait penser que ça allait pouvoir payer à un moment donné en faveur de Leipzig. Parce qu'au-delà
du match plus compliqué en effet de Nuno Mendes dans la fermeture de deuxième poteau, il avait souvent plusieurs joueurs à gérer aussi dans cette zone-là. C'était vraiment ciblé. Et ça me rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, une des seules grosses occasions de Manchester City qui doit faire un partout lors du match face au PSG, c'est sur le centre plongeant de Bruyne. Alors lui, c'est pied droit rentrant, Angelino, c'était pied gauche, mais il y avait des trajectoires un peu différentes. C'est ce centre où Bernardo Silva se retrouve dans les 6 mètres là, et rate 2 fois l'occasion de pousser la balle au fond des filets. Et en fait, j'ai l'impression que Leipzig a reproduit cette situation-là à loisir avec Angelino, là où City s'entêtait à chercher quelque chose de plus construit avec soit l'ailier qui fixe et l'appel à l'intérieur le dédoublement à l'intérieur dans des relayeurs, ou bien le débordement de l'ailier centre en retrait. Et en fait, juste avec ce jeu-là beaucoup plus simple, pour finir, Leipzig a réussi à mettre Paris en grosse difficulté et à marquer 2 buts de cette manière-là. Raphaël, est-ce que tu mets ça plus sur le compte des limites du système? Parce qu'effectivement, il y a toujours, quand les systèmes ne sont pas du tout calqués l'un sur l'autre, des zones fortes et des zones faibles, et du coup, fallait vivre avec ça. Et voilà, faute du système ou alors faute des joueurs, parce qu'une fois que tu l'as identifié, Kipembe peut gérer les choses d'une façon différente, Mendes peut gérer les choses d'une façon différente. Bon, on est souvent critique, il faut aussi louer le pied d'Angelino, Les 2 passes sont folles, mais la deuxième est La délirante. deuxième est incroyable. La deuxième est incroyable parce qu'elle est impossible à prendre pour Navas. Elle retombe vraiment au dernier moment et elle est parfaite pour que, d'ailleurs, en une touche, Mukiele l'envoie directement dans le but. Et c'est un joueur dont on a souvent loué les qualités dans Vue du banc. On a souvent surnommé le Ballon d'Or, en concurrence avec Marcos Llorente lors des 2-3 saisons précédentes. Et là, alors, à te lire, Christophe, il était moins en forme ces derniers temps. Ouais, il a eu des blessures et de manière générale, ça fait de longs mois où il a beaucoup plus de mal. Ouais. Il a perdu énormément de points de charisme et de respect de ma part depuis qu'il a des cheveux. Il en a fait n'importe quoi en plus. Oui, c'est ça, d'avoir des cheveux, c'est pas grave. Hein. Nous, on en Non, aura c'est bientôt plutôt- plus, mais on félicite ceux qui en ont. Mais respecter le cheveu, quoi. Un peu Oui, voilà, d'honneur c'est pour. ça que- Enfin, Jean-Louis c'est- David, c'est gentil, hein, mais. C'est comme quand t'as quelqu'un un truc que t'as pas, s'il en fait n'importe quoi, tu vois, c'est un peu frustrant. T'as envie de lui dire, bah laisse-les-moi et tu vois, je vais les respecter. Ça me fait penser à une interview dans l'équipe où Daisuke Matsui disait que Romaric plantait une bagnole par semaine dans les arbres. Il disait chaque semaine, il plantait une bagnole de sport dans les arbres. Tu dis merde, il a beaucoup d'argent parce que voilà, planter une bagnole différente par semaine, c'est fort. Puis lui, moi, si j'avais une bagnole de sport, je ferais attention, quoi, je n'irais pas dans la forêt. Ouais, mais après, ça correspond à la carrière de Romaric quelque part et au style de jeu, tu vois. Alors que la coupe de cheveux de Angelino correspond pas à 100% à son style de jeu. Non, déjà, c'est pas une coupe c'est une coupe d'attaquant, ça. C'est une coupe de mec à la vista, quoi. Bon, il a quand même un peu de vista, Angelino. Enfin bref, il a fait un super match encore, super pied. Il régale et je pense qu'il y a quand même ça. C'est-à-dire que oui, le PSG était en retard, mais il y a beaucoup de matchs où le latéral gauche n'aurait pas posé autant de problèmes. Oui. Donc c'est sûr que c'était plus difficile à gérer, mais il y a quand même ce souci de gestion de la largeur qu'on voit chez pas mal d'équipes quand elles sont à 4 derrière. Et je pense que c'était aussi la raison de ce passage à 5 en deuxième période qui a permis au PSG de mieux résister et de mieux défendre la surface d'ailleurs sur la fin de match, même s'il y avait encore quelques occasions, mais plus à l'entrée de la surface que dans la surface. Donc un peu de ça, mais c'est vrai qu'on est souvent vu du banc dans ce que les équipes font mal. Et avec le PSG, on a beaucoup de matière depuis pas mal de temps, même s'ils ont des beaux parcours en Ligue des Champions. Il faut aussi dire que Leipzig et Angelino ont toujours eu cette qualité d'être un super centreur et sans avoir à déborder ses adversaires, parce qu'il le fait assez rarement finalement. Angelino, il peut arriver lancé, mais c'est pas un mec qui va éliminer comme Hakimi, mais il a un pied magnifique. À votre avis, si Angelino est le latéral de City sur le match précédent Mais d'ailleurs, il faudrait qu'on retrouve l'épisode de Vue du banc, mais quand il était parti, je crois me souvenir qu'avec Christophe, on comprenait pas bien la politique de City, parce que le mec était très bon. Et il avait fait une super première partie de saison et il a été lâché. Après, vous me direz, c'était Cancelo, le latéral en question. Ah, oui, mais c'est Zinchenko qui était en concurrence à l'époque, tu vois. Oui, à l'époque, oui, pardon. Par contre, alors j'aime beaucoup Angelino, mais le match qu'il fait face à City, là où il y a la défaite 6-3,
elle a pas vraiment plaidé pour son retour. Après, tu me diras, Oui, mais c'est toujours facile. tu le mets dans une équipe aussi Voilà, forte que tu le mets City. dans Voilà, une équipe aussi forte que City, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Je sais plus, je pensais à un joueur comme ça. Oui, rien à voir, mais je l'avais tweeté, du coup ça m'y fait penser. Genre je me disais que Maguire, parmi tous les défenseurs centraux de très haut niveau, parce que 85% du temps il est vraiment excellent, c'était celui qui, quand il se trouvait, c'était le plus ridicule, quoi. Enfin, vraiment, là, ce week-end, il coûte les 4 buts de Manchester. Et vraiment, quand il passe à côté, il passe à côté. Mais Bah, sauf que c'est comme David Luiz à une époque. Oui, mais le truc, c'est que comme Manchester n'arrive pas à dominer vraiment ses adversaires, bah, du coup, Manchester affronte beaucoup plus de tirs, alors que quand tu es central du Bayern ou autre, bah, tu seras mis en valeur sur 5 actions, si tu peux en rater une ou deux, alors que défenseur de Manchester United, bah, l'adversaire, tu es souvent à 50% de possession, 50-50 ou 55-45, tu peux avoir pas mal à défendre, et c'est vrai que les équipes type City qui dominent quasiment tout le match et où tu dois défendre sous des transitions, même si t'es pas dans un grand jour, à la limite, il y a des fois pendant une demi-heure, t'as rien à faire. Mais on fait quand même confiance à Ole Gunnar parce qu'il va faire une série de 4 victoires contre Watford et Cardiff en coupe d'ici quelques semaines et ça va le valider dans ses positions, tu vois. Donc il n'y a pas de souci, tout va bien à Manchester United. Il le sait pas, mais il y a une espèce de feud, un vrai duel entre vous deux, qui est uniquement alimenté par toi, parce qu'il ne sait pas que tu existes, mais vraiment, Non, ouais, votre malheureusement. rivalité est assez mouvementée. Florent, T'avais la même avec Lampard. j'avais la même avec Lampard, et j'ai gagné doublement, un le jour où il est Est-ce- parti, et deuxièmement le jour où Tuchel a gagné la Ligue des Champions. Je suis quand même plus parti pour rejoindre Christophe dans le camp de ceux qui avaient raison que Ole rejoindre le camp des entraîneurs à succès. Oui, a priori, oui. Le temps, au plus le temps passe et rien ne change, au plus effectivement tu sembles avoir raison, mais c'est pareil pour Paris, hein. C'est-à-dire que les gens qui s'inquiétaient au bout de 3 semaines, un mois de ne pas voir la patte Pochettino sont confortés chaque match dans l'idée qu'il n'y a pas vraiment de patte Pochettino. Rester un petit peu sur le PSG sans ballon, Flo, qu'est-ce que tu as pensé? Alors, on peut revenir évidemment sur le travail des deux attaquants, enfin, travail entre guillemets, même si Mbappé a beaucoup couru, mais bon, c'était plus. Enfin voilà, c'était pas forcément pour revenir et Plus aider vers le l'avant, bloc, ouais. c'était plus vers l'avant pour essayer soit de partir en transition, soit au moins d'embêter la défense. Le travail de Gay et Herrera, est-ce que tu as des choses à dire? Moi, j'avoue que j'ai pas. Ils m'ont pas forcément marqué, mais mine de rien, à partir du moment où tu es quand même dans une équipe qui défend pas beaucoup et que Verratti peut défendre, hein, mais voilà, c'est pas non plus sa meilleure tâche quand il doit pas défendre en avançant. Bah, Gay et Herrera sont vraiment ces deux joueurs qui doivent battre beaucoup de boulot. Et je les ai pas trouvés non plus hyper bons pour équilibrer. C'est-à-dire que si même c'est les mecs qui doivent équilibrer l'édifice ne sortent pas du lot, ça rend encore plus difficile ta défense placée. Ouais, non, ils m'ont beaucoup moins marqué que sur les matchs précédents, notamment le match face à City où ils avaient été très bons justement dans la fermeture et la protection de ce qui se passait dans le dos des latéraux, lorsque les latéraux étaient amenés à sortir sur les côtés. Ils fermaient bien le demi-espace. Là, c'est vrai que en fait, Leipzig avait un jeu, je pense, tellement assez direct finalement, je trouve qu'ils ont beaucoup couru dans le vide et ils sont assez peu intervenus. D'ailleurs, si on regarde leur stade de tacle, Herrera finit à 2 tacles tentés, Gay à 3. Et je pense que dans leur standard, ils sont quand même normalement un peu plus hauts en Coupe d'Europe sur les dernières saisons et les derniers matchs. Donc oui, surtout si tu compares en fait avec le milieu de Leipzig en face, où en termes d'activité, ils ont été dépassés par Leimer, par Aïdara, c'était Adams, le Ouais, troisième, du Adams, coup. ouais. Et sur ce point-là, c'est sûr que Gay et Herrera, on les attend dans l'abattage. Et là, aujourd'hui, ils ont été, je pense, dépassés par les mecs en face. Alors, il y a eu quelques bonnes choses parfois avec le ballon, avec Gay qui cherchait des. Il y a eu pas mal de tentatives de passe-va, des choses comme ça, des combinaisons pour essayer de manipuler la défense de Leipzig qui était très sur l'individuel dans leur manière de défendre. Et du coup, on fait sortir un défenseur et on attaque rapidement dans le dos. C'est là que Mbappé a été très utile avec ses courses. Mais c'est vrai que défensivement, si tu dois comparer les deux milieux de terrain, Gay et Herrera ont été battus sur ce qui est d'habitude leur point fort sur ce match. Raphaël, peut-être dire aussi un mot de Kimpembe. Alors, Marquinhos t'as peut-être embêté aussi. Moi, c'est plus par séquence où je me suis dit, tiens, genre, il y a une paire de balles, notamment de Marquinhos, qui aboutit à une belle action là sur une touche où il est un petit peu lent, il se fait devancer.
Mais je le trouve globalement quand même assez solide. Il en sauve 2-3, notamment une. Je crois que c'est lui qui sauve où il revient vers son but et c'est vraiment l'action type CSC. Et là, il arrive à la dégager au-dessus. Ouais, sur un coup de pied arrêté, ouais. Par contre, je sais pas. Alors, encore une fois, on juge cet échantillon, on juge ce match-là, mais moi, depuis quelques semaines, je suis pas hyper convaincu par Kimpembe, Raphaël. Je sais pas Bah, ce que t'en penses. c'est un joueur qui a toujours des cycles comme ça, j'ai l'impression, en fait, Kimpembe. C'est-à-dire qu'il va faire une série d'un mois où il va être moyen, puis après, il va refaire une série où il va être très bon. C'est un peu le Ole Gunnar des défenseurs centraux, si on devait exagérer. Mais j'ai l'impression, en fait, j'aime bien ce joueur, mais je trouve qu'il progresse pas dans l'utilisation du ballon. On le voit souvent en difficulté en ce moment quand les équipes viennent le presser. Il a du mal à se mettre vite en mouvement vers l'avant, à trouver des passes un peu plus loin. Parce que là, le souci du PSG, à part sur quelques séquences, ils étaient pressés très haut par Leipzig, et notamment la ligne de 5 de Leipzig avec les pistons très hauts. Et ils n'ont jamais réussi, ou très rarement, à toucher directement les attaquants dans le dos de cette ligne de 5. Alors que pourtant, derrière, tu avais un 3 contre 3, parfois même un 4 contre 3 à jouer. Ouais. Donc c'était assez fou. Et tu n'as jamais réussi à casser ça. Sauf Marquinhos sur la récupération rapide, où le marquage préventif de Leipzig est à la rue. Et Draxler et Mbappé peuvent partir. Mais sinon, ils n'ont pas réussi à avoir plus loin, à jouer ces joueurs plus loin. Et ça, c'est quand même un truc que Kimpembe faisait très bien quand il a démarré. Donc sur ses premiers matchs avec le PSG, c'était limite ce qui était le plus marquant, au-delà de son agressivité balle au pied. Et sans ballon, je veux dire. Et là, j'ai l'impression que quand le PSG se désorganise et doit se réorganiser, il a toujours du mal à revenir dans sa ligne. C'est-à-dire que quand le ballon va d'un côté à l'autre ou quand il est sorti sur un décrochage et qu'il revient, il se fait toujours surprendre. J'ai l'impression que les buts sont comme ça quand il se fait surprendre au deuxième poteau. Il est souvent en train de revenir vers son but, mais en retard par rapport à ses trois autres défenseurs. J'ai l'impression que c'est ça sur le but de Mukiele. C'est un but encaissé, je sais plus contre qui, c'est face à Lyon, je crois, où il sort très haut sur Slimani d'un côté, Lyon renverse de l'autre. Et il trottine pour revenir. Et il trottine pour revenir, et il n'y a pas de couverture, et c'est Paqueta du coup qui termine entre Marquinhos et Nuno Mendes. C'est un petit peu le même genre d'action. Et j'ai l'impression que c'est toujours ça le but que le Paris prend dans la zone Kimpembe. C'est un peu dommage parce que c'est pas un truc de génie, c'est un truc de concentration, de se dire je suis sorti sur un décrochage, j'ai pas récupéré le ballon, je vais vite me remettre dans ma ligne. Ou alors Nuno Mendes pouvait se rapprocher, mais derrière ça veut dire qu'il pouvait prendre un ballon dans son dos. Et ça continue. Marquinhos, j'ai trouvé plutôt bon par contre sur l'ensemble du match, assez rassurant, avec ballon et sans. Avec ballon, il y a plusieurs fois où il est très juste dans les sorties de balle et ça permet à Paris d'avancer. Kimpembe, j'ai trouvé plus en difficulté. Mais c'est un joueur cyclique. Hein, il me semble qu'en fin de saison dernière, on était plutôt impressionné par ce qu'il était capable de faire. Et là, maintenant, il a une période un peu plus faiblarde. Donc, on n'est pas à l'abri qu'en février-mars, on retrouve un vrai Kimpembe. Et ce qui est vraiment dommage, c'est de ne pas le voir dans une défense à 3 avec Ramos en couverture, parce que je pense qu'il s'éclaterait beaucoup plus dans son style de jeu, Kimpembe, s'il pouvait défendre en avançant. Et s'il était couvert par un vrai défenseur qui resterait derrière. Parce que Marquinhos n'est pas forcément. Aucun des deux, pour moi, n'est un défenseur de couverture. Non. Donc en fait, depuis qu'il n'y a plus Thiago Silva, c'est un peu plus dur pour chacun des deux. C'est ça. Et il faudrait. On va voir quand Ramos va ressusciter, mais je pense qu'il fera du bien quand même. Même si Ramos, en théorie, n'est pas non plus un défenseur de couverture. Mais vu son âge, ça va peut-être finir comme ça. Oui, et son âge de footballeur. Parce que je pense que là, son corps a pris quelques années en peu de temps. Et je suis pas sûr il a démarré très jeune aussi, Ramos, non? Il démarre à quoi? 16-17 à Séville? Quelque chose comme ça? Ouais, je pense 17, et puis il démarre latéral, donc mine de rien, il fait assez vite des efforts. Puis il a beaucoup joué pendant 10-12 ans quand même. Bah, s'il se blessait pas, je pense qu'il était parti pour taper le record absolu de sélection. Je crois que, je sais pas, il est genre à 165 ou quelque chose comme ça. Sélection internationale avec l'Espagne. Je pense qu'il aurait pu battre un record. Mais c'est vrai que je posais la question, parce que, bon, on verra si Pochettino veut passer un jour à 3, hein, mais quand t'es à 2, t'as Marquinhos qui a sa place réservée, faudra voir si un jour la question se pose de Kimpembe, soit si Ramos revient, soit si tu veux lancer un Diallo. Je pense qu'on n'y est pas encore. Mais voilà, et Ramos, je vérifie, c'est 180 sélections. Donc on est vraiment sur un gros chiffre, mais qui n'est pas parti pour évoluer. Raphaël, petit quiz, c'est là où tu es triple recordman du monde, champion d'Europe, âge de Prenel Kimpembe. Oh, t'es un salaud. 26. Oui, 26. Il faut savoir qu'on joue à ce jeu très régulièrement et que Raphaël est extrêmement difficile à battre. Ouais. Même si j'ai eu un petit trou d'air quand même ces derniers temps, à chaque fois que tu me questionnais, mais là je sais que c'est un 95 Kimpembe. Donc ça m'aide un peu. Il me semble que c'est la même génération que Ongenda d'ailleurs. Oula.
Sans doute. On va se contenter ça, Erwin. Oui, Si et je tu... suis en train de vérifier, c'est bien un 95, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que je sais que c'est les mêmes générations, mais après entre 94, 95, 96, enfin, t'as parfois 2 années qui jouent ensemble. Donc je sais Ouais. qu'ils étaient ensemble en catégorie de jeunes. Mais voilà. Florent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rôle qu'on n'ait pas déjà dit, le rôle de Leipzig dans les difficultés du PSG sans ballon? Moi, il y a par exemple quelque chose qui m'a marqué, mais encore une fois, c'est peut-être que moi, c'est les décrochages d'André Silva qui venaient parfois, notamment sur l'action du but qu'il marque, où vraiment le premier duel aérien qu'il gagne, en fait, il le gagne pas face au défenseur, il le gagne face au milieu parce qu'il décroche vraiment assez bas. J'ai l'impression que ça, c'est un truc qui a un petit peu embêté Paris, le fait d'avoir un 9 en phase de conservation, mais qui pouvait ne pas forcément se coller au défenseur pour la conserver assez haut sur le terrain, mais qui pouvait venir en aide au milieu, beaucoup de courses, les pistons qui apportent forcément une différence structurelle qui est difficile à gérer pour une défense à 4. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué? Peut-être Nkunku, mine de rien, qui fait quand même pas mal de différence en 1 contre 1 notamment. Bah, j'allais ajouter à ton André Silva, ouais, le match de Nkunku qui, au-delà de ce qu'il pouvait faire en 1 contre 1, a été aussi très disponible en décrochant et qui sortait de la pression, qui avait des enchaînements assez rapides justement pour, c'est notamment sur le but. C'est lui qui renverse vers Angelino, il me Ouais. semble, Ouais, magnifique d'ailleurs, la prise ouais, de... très bonne première touche pour enchaîner de suite avec une passe et gagner du temps. Donc ouais, très bon match de sa part, dominateur même plutôt sur certains duels aériens dans la surface, on l'attendait pas forcément. Oui, Il y en a je crois que c'est Kipembe à un moment qui bat de la c'est tête. au-dessus de Kimpembe, Ouais. ouais, je crois, qui va la chercher. Donc ouais, très bon match de sa part et il lui a manqué qu'un but hein, en tant qu'ancien Parisien, il lui manquait que ça, je pense, Et ce que pour j'ai parachever trouvé, son match. ce que j'ai trouvé, Flo, étonnant par rapport aux souvenirs que moi j'avais de lui au PSG, c'est qu'il était d'une sérénité. Il n'y a aucun moment où tu le sentais paniqué ou précipité par la pression du PSG, parce qu'il a quand même souvent reçu des ballons dans des situations compliquées. Bah, sur le premier but de Leipzig, il a une prise d'info au tout dernier moment sur le temps de passe qui lui permet de faire le bon choix. Et puis ses prises de balles, ses premières touches, elles étaient souvent justes. Il arrivait à un peu mettre son tempo à lui, à jamais être tout le temps à 100 à l'heure, ralentir quand il le fallait. Ça apparaissait limite trop facile pour lui parfois. Et Habib Bey, à un moment, a dit que c'était vraiment un joueur transformé par rapport à son époque parisienne, et j'étais assez d'accord. J'avais pas Oui. du tout Même le si ça, souvenir ça d'un... date pas du tout de. Moi, pour Non, regarder non, bien Leipzig sûr, mais chaque après... semaine. Non, mais là, il est encore après vraiment transformé depuis 3 semaines, un mois, où il est vraiment immense. Mais je veux dire, déjà, le joueur que tu avais depuis 2 ans à Leipzig, c'était déjà plus du tout le même. bah, là, en Ouais. fait, on dirait un meneur de jeu, alors que c'est pas du tout le profil que j'imaginais Mm. quand il part du PSG pour aller à Leipzig. Tu vois, c'est un mec qui était décisif, qui allait faire ses stats. Mais le gars j'ai trouvé que c'était le meilleur joueur de Leipzig sur le plan technique et sur la gestion du ballon, tu vois. Donc Ouais, je suis assez ça m'a d'accord. vraiment étonné. Même si, bon, avec les profils alignés par Leipzig, qui étaient beaucoup de coureurs au Oui, milieu, ouais, notamment, ouais, c'est vrai qu'il y bah avait un peu oui. moins de concurrence que si tu jouais avec Forsberg, Et Szoboszlai. Szoboszlai. Vous vous souvenez de la course tranquille de Leimer? Non. Ce gars est impossible. Il joue sous Captagon, hein, c'est impossible. Il est fou. D'ailleurs, mini parenthèse, mais on est obligé de le dire. Enfin, moi, je vous l'ai dit sur la conversation, jamais personne n'a rebondi. Mais Leimer a repris Wijnaldum qui était rentré depuis à peu près 5 minutes, alors que Leimer courait non-stop comme un taré. Bon, après, le mec a une VMA de débile. Hein. Leimer, c'est quand même le Messi du pressing. Le gars n'est jamais fatigué. C'est vrai qu'il joue un peu comme un imbécile heureux quand même, Leimer. Il y a un côté chien à qui tu jettes un os, tu vois. Et par contre, il fait énormément de bien. Ouais, mais d'ailleurs, même le jaune qu'il prend, en fait, au départ, il doit jamais prendre jaune. C'est juste enfin, le début de l'action, il est légèrement en retard. C'est juste qu'en fait, il se jette tellement que du coup, il lève un peu trop sa deuxième jambe. Mais bref, Wijnaldum, Devinez vas-y, à combien de tacles il termine Leimer sur le match, 6 ou 7. une 9. Christophe? 12. Ouais. Merci, Conrad. Le deuxième sur l'ensemble du match est à 7. Mais 12 Pour donner une réussis? idée. Non, pas 12 réussis. Ah, ok. Il est en réussi, j'ai pas. Non, là, j'ai les tentés juste. Non, en réussi, il a assez peu de réussite, mais bon, il a 5, 6, je crois. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste le fait d'être. Ouais, c'est les Voilà. pressions, quoi. De toute façon, déjà C'est à les l'Euro, il pressions et au tabassait tout le monde en contact. pression. À chaque fois, il te Mais met Ouais, Enfin, en gros, il peut forcer une passe un peu difficile et 5 secondes après, tu la récupères, quoi. il y c'est avait ça. il y avait des articles de sites anglais qui montraient qu'il était hors catégorie sur le nombre de pressions effectuées. Enfin, en Mhm. Europe, il était... Bah déjà le surnom Messi du pressing trouvé par Julien Ça Momon, vient de c'est à là, ouais. l'époque où le mec enfin c'était littéralement le double de tout le monde sur certaines stats. Hein. Mais donc tout ça pour revenir à ce que je disais, qui est que Leimer a repris Wijnaldum sur 3 appuis
et que Wijnaldum s'est derrière fait totalement fumer à la course par Gvardiol, qui derrière fait la faute qui amène le penalty raté par Mbappé sur une distance un peu plus longue, et que Gvardiol vient de rentrer, mais c'est un défenseur qui peut jouer côté, mais qui est plutôt axial excentré. Juste pour dire, je ne sais pas si c'est un sujet, même un sujet que vous avez envie d'aborder, mais que Wijnaldum, je me pose vraiment des questions sur... je reviens sur le côté âge réel, âge footballeur. J'ai l'impression que là, ses jambes n'ont pas exactement la même vivacité que sa carte d'identité. Je pense vraiment qu'il est... Peut-être que ça reviendra, mais là, j'ai l'impression qu'il est vraiment cramé, quoi. Et Après, il si joue dans une Liverpool l'a pas équipe. gardé, c'est peut-être aussi... Après, je trouve qu'il joue dans une équipe qui le met pas dans les conditions où il peut être bon, tu vois. Précise ta pensée. Bah, déjà, il peut pas jouer dans son rôle néerlandais depuis que le PSG a recruté Messi. Alors que j'ai imaginé que ça pouvait être un soutien à Mbappé, Neymar, justement, le mec qui allait arriver lancé dans ce rôle de 10, de faux 10, en fait, un peu à la Van de Beek. Parce que c'est le rôle qui tient avec les Pays-Bas. Il peut plus le faire maintenant, il y a trop d'attaquants au PSG, il y a trop de mecs qui jouent dans ces zones-là. Et soit tu le fais comme à Liverpool, où il joue vraiment au cœur du jeu, 6 voire relayeur, parce qu'il a pas mal joué 6 à Liverpool aussi quand il est blessé. Et là, il met son volume, mais il faut que tu aies le ballon et il faut que tu réagisses à la perte. Sinon, c'est pas forcément le profil idoine pour traverser le terrain dans les deux sens. Pas à son âge, en tout cas. Puis aujourd'hui, il est derrière Gay et Herrera sur Ouais, dans et ce domaine-là. puis en plus, pour le coup, il est rentré relayeur quand le PSG est passé à 3 derrière. Passé relayeur droit. Mais quand Pochettino le fait rentrer en cours de match, c'est souvent dans le couloir droit pour défendre. Donc, ouais, Wijnaldum dans le couloir droit à bientôt 31 ans, il va rien proposer, tu vois. Je pense qu'en fait, Pochettino sait pas vraiment quoi faire de lui parce que le mercato du PSG, même s'il est très beau, il n'y a pas eu forcément de réflexion, je pense, d'un joueur à l'autre, quoi. Ils se sont pas dit, on a pris Wijnaldum, qui on va recruter maintenant pour le mettre dans les bonnes conditions, tu vois. Ils ont Après, dit, j'ai il y l'impression a qu'ils ont pris Messi. Wijnaldum parce que le mec était libre, et en plus, ça Oui, pouvait oui, faire pas oui, chier le mais Barça au passage, et que c'est un bon joueur, quoi. c'est comme Donnarumma, tu l'as pris parce qu'il est libre, mais Messi aussi, hein, tu l'as pris parce qu'il est libre. Oui. Concrètement, si tu refais tout leur mercato, Et c'est Ramos, quasiment ça. ouais, Ramos. Tu l'as pris parce qu'il était libre Voilà. aussi. Ouais. Bah, Hakimi, tu l'as pris parce que tu en avais besoin. Oui, là pour Hakimi, oui. Mais bon, enfin voilà, Wijnaldum, je pense que ça va. En effet, vu que Gaïa et Herrera sont bons et qu'ils occupent à peu près les mêmes fonctions, que Verratti est indéboulonnable dans son rôle et dans son profil surtout, ouais, je suis un peu inquiet pour Wijnaldum. Je pensais que ça viendrait plus vite quand même, les bonnes performances de Wijnaldum. Je suis un peu triste pour lui parce que c'est pas ce joueur-là. Et ça me fait un peu mal au cœur, parce que moi qui regarde du coup beaucoup de matchs dans beaucoup de championnats différents, etc., je vois toujours le côté quelqu'un arrive dans un championnat et les gens qui ne suivent que ce championnat, du coup, jugent les performances sans connaître le passé. Alors, l'exemple absolu de ça, c'est les Anglais qui pensent que Yago Aspas est nul parce qu'une fois, il a tiré un corner en tapant dans le poteau et en faisant n'importe quoi. Après, à Liverpool, il était catastrophique. Non, mais C'était d'accord. Luis Alberto, tu vois. Non, mais je sais, mais je veux dire, t'as tous les Anglais, dès qu'Aspas continue à faire un truc, le mec, parce qu'il a fait 6 mois mauvais là-bas, sont persuadés qu'il est nul, alors que le mec, c'est je sais pas, le 10-15e joueur de Liga, quasiment sans continuer depuis 7-8 ans. Et là, j'ai l'impression que beaucoup de Parisiens se disent, putain, Wijnaldum, ça va pas du tout, alors qu'intrinsèquement, pour moi, il n'y a jamais eu photo avec Herrera, et il doit pas normalement y avoir photo avec Gay, qui est même plus âgé, je crois. Donc c'est la question physique. Donc là, ça me fait un peu mal au cœur, parce que c'est pas dans l'ordre des choses, en fait, finalement. Le mec est censé être meilleur, il est pas du tout meilleur. Et tu dis, bon, c'est pas du tout ce qui devrait être dans un monde normal. Bah, surtout sur le plan technique. Normalement, sur le plan technique, c'est quand même un mec capable de résister à la pression, de se retourner, de bouger des mecs à l'épaule, tu vois. Puis c'est un ancien ailier, hein, donc c'est quelqu'un qui normalement a l'explosivité, la capacité de dribble. Bah, c'est le mec qui devrait pouvoir jouer dans un milieu à deux avec Verratti, tu vois. Et t'aider à sortir les ballons, avec moins de technicité évidemment, mais avec un peu plus de volume et quelques projections, parce qu'il est capable de le faire aussi. Et là, de tout son profil, on voit rien, donc c'est ça qui est assez triste. Florent, est-ce que tu as encore des choses à évoquer sur PSG sans ballon et donc du coup Leipzig avec? Je ne crois pas. Je pense qu'on a fait le tour parce que ça sert à rien d'essayer d'évoquer le pressing parisien vu qu'il n'y en a pas eu sur ce match. Donc, Oui, non. non, je pense qu'on peut passer à l'autre volet. C'est fou, c'est que j'ai quand même vu la Juve ce week-end et même la Juve d'Allegri presse beaucoup plus que le PSG. Alors c'est surtout sur des touches ou des choses comme ça, c'est pas du pressing tout le temps. Et puis ils avaient marqué au bout d'un quart d'heure face à la Roma, du coup, bon, Allegri quand ça mène au score, ça va pas s'enflammer. Mais c'est bizarre que même des entraîneurs plutôt conservateurs et plutôt défensifs aient plus d'ambition que Pochettino qui pressait comme un barbare il y a quelques saisons. Comme quoi, il a raison, Christophe. Allegri gagner, c'est 600. Mais pour les gens qui sont abonnés à Coparena et qui ont lu Le Banquet, le fait qu'il ait écrit ce livre a été rappelé, évidemment, car j'aime beaucoup taper sur Allegri, que je n'apprécie pas du tout.
rien contre la personne, hein, mais le mec qui nous dit chaque semaine que le football, ça appartient aux footballeurs et que du coup, il faut pas penser à la tactique. La tactique, c'est juste mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. C'est pas nous qui l'insulte entre guillemets, qui contredit, hein. C'est Guardiola, c'est Tuchel, c'est Klopp, c'est Nagelsmann, les mecs qui au contraire font des plans très élaborés. Donc oui, le football appartient aux footballeurs, mais ça t'empêche pas non plus de réfléchir un peu à la tactique, quoi. C'est pas juste des simulations FM où tu regardes les mecs jouer sans intervenir. Du coup, on passe. C'est mon petit taquet sur Allegri, ça Et fait bam. plaisir. Raphaël s'est fait sous le cher. Il faut assurer un petit peu le service. Ouais, mais Soulcher prône rien, donc en fait, il peut pas me répondre, hein. Tu vois, il n'y a pas de. Non, mais je suis sûr qu'il y a peut-être des trucs auxquels il croit, mais il les a jamais prononcés ou évoqués, donc c'est difficile. Oui, Allegri, je pense qu'il est aussi dans un espèce de combat idéologique oui, non, contre, il troll un peu. contre l'autre football. Il est un peu dans le camp de Mourinho, où tu sens que le mec est un peu saoulé par tous ces discours-là, et du coup, il rétorque en face, tu vois. Avec plus de virulence même qu'un Simeone qui dit ouais, il y a plusieurs façons de voir le foot, moi j'aime comme ça, et puis voilà. Puis Allegri, on a quand même fait un bouquin où pendant 250 pages, j'ai dit ma vision du foot, c'est je mets les 11 meilleurs joueurs et je les regarde jouer, et puis je les encourage, et puis je les motive. Et par contre, j'ai un flair incroyable, et ce qui est plutôt vrai d'ailleurs pour faire des changements, je peux pas l'expliquer, mais je sens qu'il fait rentrer. Généralement, quand je fais des changements, ils sont bons. Ce qui est plutôt vrai, hein, mais du coup, super. Après, nous, on n'a pas ce flair-là, comme- donc c'est pas intéressant de le Comme lire. Pascal en fait. Duprat, en fait. Ouais, c'est bodigé, quoi. Tu vois, quels sont les ressorts de Ouais. ça? Qu'est-ce qu'en lisant ça, tu peux t'approprier en te disant ah ok, c'est comme ça que ça se passe le foot de haut niveau. En gros, c'est comme le mec te dit je sais pas pourquoi, je sens bien l'aider, du coup, je gagne tout le temps en 421. Bon, bah d'accord, C'est vrai que bravo à toi. pour le coup, les bouquins d'Ancelotti, qui pourtant semble être un coach qui laisse pas mal de liberté aussi, genre freestyle, alors que pas vraiment, les bouquins d'Ancelotti sur le foot sont beaucoup plus développés. On sent que le mec construit son truc, hein. Rappelons que tu en as Mais traduit c'est- un. de bouquin, Ouais, Ancelotti en mes français. secrets. Alors, le premier qu'il a fait, c'est Mes secrets d'entraîneur, où il y avait pas mal de plans tactiques. Et ça, c'était assez intéressant, des préparations de match. Et sur le deuxième, donc le leader tranquille que j'ai traduit avec Charlie, qu'on salue, qui organise des quiz régulièrement, auquel Flo participe d'ailleurs sur Twitter. Il parlait de beaucoup plus de management. Mais je n'ai pas lu celui d'Allegri, mais de ce que je sais, Christophe, c'était moins structuré dans la manière d'apporter quelque chose. Oui, non, je l'ai terminé parce que je l'avais commencé, mais c'est parce qu'on était confinés qu'il n'y avait rien d'autre à foutre et que ça m'occupait pendant que je faisais du vélo d'appartement. C'est très clairement ça. Je l'ai fini en 2 jours et hop. Emballé, c'est pesé. Florent, phase offensive du PSG, en tout cas phase avec ballon, parce que les équipes qui sont plus offensives quand elles ne l'ont pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, alors on peut partir dans plein de directions. J'ai presque plus été marqué par Messi qu'on voit quasiment pas que par Mbappé qu'on voit beaucoup, même si l'histoire du match, parce qu'on est obligé de placer cette expression dans chaque épisode, c'est quand même le fait que Mbappé gagne à lui tout seul ou pas loin, qu'en tout cas il soit très nettement au-dessus de la mêlée. Oui. Mbappé largement au-dessus. De toute façon, connaissant l'approche de Leipzig, et surtout voyant leur approche du début de match, tu sentais que c'était un petit peu du qui tout double avec une ligne d'attaque et 3 milieux de terrain qui étaient très hauts pour un petit peu nasser la relance parisienne et nasser notamment Verratti et essayer de le coincer, ce qui n'a pas trop mal marché, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont gratté quelques ballons dans des zones où Paris n'en perd pas habituellement. Mais c'est vrai que le revers de ça, c'était que une fois que ce pressing-là était effacé, tu pouvais rapidement trouver Mbappé qui faisait en plus les déplacements pour aller exploiter les espaces et se rendre disponible. Et puis ensuite, un peu plus haut sur le terrain, il y avait comme je le disais tout à l'heure, des passes EVA pour essayer de faire sortir un défenseur et attaquer l'espace dans le dos. Mbappé se fait attraper par je sais plus qui, une grosse obstruction là, alors que je crois que c'est Gay qui le lance vers le but. Je sais plus à quel moment c'est. Je crois je me demande s'il n'y a pas un carton qui tombe pour Orban, Leipzig. non? Ouais, c'est Orban, il me semble. Ouais, ça doit être Orban à la 18e alors, vu Ouais, c'est qu'il ça. reçoit un carton à ce moment-là. Mais donc, il y a. Voilà, une fois que tu as dit ça, c'est-à-dire Paris récupère, transition Mbappé, ça fait le premier but. Paris cherche des passes EVA pour faire sortir un défenseur et attaquer l'espace dans le dos. C'était la deuxième action ou chose peut-être un peu préparée. Et après ça, c'était oui, bon, on essaie de trouver Messi, on essaie de trouver Mbappé, on essaie de faire en sorte que les deux Enfin, on essaie de faire en sorte. On attend que les deux se débrouillent un petit peu et nous sortent de la densité, se mettent face au jeu et puis on voit ce qu'on peut faire, quoi. C'est vrai que globalement, il n'y a pas eu beaucoup plus de choses collectives qui se dégageaient de la presta parisienne. Après, on va pas se mentir, hein, si j'ai commencé à poser les questions au bout de 39 minutes d'émission, enfin un tout petit peu moins, mais
Et c'est que je me doutais que cette partie-là serait un petit peu plus courte, car à force, j'ai finalement l'habitude de gérer un petit peu les temps de parole en essayant de marcher dans les pas du Nagui de vue du banc, le grand Raphaël Cosmidis. D'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, en cours, j'ai placé Nagui, le pharaon de midi, à des étudiants qui m'ont regardé avec étonnement. Circonspect. Avec étonnement, mais qui ont vite enchaîné sur le fait de dire que Laurence Boccolini n'était selon eux pas à la hauteur de Nagui. Nagui Mais- réhabilité en tout lieu et en toutes Mais circonstances. tu vois, c'est encore une fois le contexte club. C'est-à-dire que Boccolini, dans le maillon faible, bah, il y avait une correspondance. Non, mais Tu c'est collais vrai. parfaitement. Et Nagui, tu l'imagines pas dans le maillon faible, tu vois. Il aurait été trop espiègle. Il y aurait eu trop de chambrage, mais de taquinerie. Alors que Boccolini, c'était sec. Mais C'était Boccolini, brutal. c'est. La Wijnaldum de Liverpool. Mais Boccolini, elle joue pour Simeone. Hein. Elle harcèle. Ouais, mais j'ai l'impression que là, elle veut jouer pour le beau jeu maintenant. Oui, non, mais c'est ça. Ça marche pas. C'est comme Griezmann au Barça, tu vois. Boccolini, il faut la faire défendre et lui dire vas-y, deux blocs de ligne de 4, t'es dans les deux de devant. Et à la récupération, tu fais la transition, tu vois. Et Bocco, elle veut. C'est comme à une époque quand des joueurs comme ça veulent changer de style de jeu, genre Shevchenko qui veut se mettre à dribbler, tu vois, ça marche pas. C'est vrai. C'est un beau parallèle. Un beau parallèle, une belle analyse. D'ailleurs, peut-être que Saúl Ñíguez qui a un peu de mal à s'adapter à Chelsea, c'est peut-être ça aussi, Raphaël. Sinon, sur le match de foot, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu sens qu'on essaye de remplir quand même l'heure qu'on Ouais, doit mais faire je à passe peu un près. bon moment avec vous. J'aime bien discuter. Sur le jeu de Paris, oui, il y avait la relation Verratti-Messi qui était un petit peu forcée d'ailleurs parfois, où les deux faisaient des 1-2 dans des espaces très petits, alors qu'ils auraient pu juste trouver l'un, pas faire le 2 et derrière aller jouer ailleurs. T'avais Mbappé qui a été très bon en déviation, notamment avec pas mal de talonnades, qui pour le coup la plupart du temps était juste, il n'y en a pas une qui m'a semblé forcée. Et voilà, c'est le jeu de Paris. Non mais c'est quand même triste qu'au fur et à mesure que Mbappé progresse, le reste décline. Je sais pas à quelle équipe NBA on pourrait comparer ça, mais alors que pourtant le recrutement est glorieux. Je sais pas, est-ce que le PSG fait un peu comme les Brooklyn Nets au début des années 2010, quoi, à prendre des mecs stars de 32-33 ans. Et par contre, je sais pas s'il y avait un mec jeune chez les Nets à l'époque non, qui a c'est ça, souffert ouais. de ça, tu vois. C'est ce que Mais, j'étais en train de je me sais dire. pas, c'est comme s'il y avait qui était jeune à l'époque. C'est comme s'il y avait Kevin Durant chez les Nets à l'époque, tu vois. Je sais pas. Et t'as Kevin Durant, t'as Mbappé, et tu l'accompagnes par des mecs un peu vieillots. Même si c'est encore des grands joueurs, mais c'est dommage parce que vu le niveau qu'il a cette saison, je pense que si tu arrives à organiser l'équipe, et là il y a Verratti en zone mixte qui a dit il faut qu'on développe un collectif le plus vite possible. Oui. Bon. Vite, j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas trop. C'est déjà bien que et Verratti dit ça. Et Mbappé a dit aussi que collectivement il devait être meilleur. Donc j'ai l'impression que les mecs en ont un peu marre aussi d'être moyens. Mais après ils peuvent. Je demande pas l'autogestion, mais ils peuvent se dire aussi quel est le problème. Pourquoi peut-être on n'est pas bon collectivement. Peut-être que c'est parce que devant on défend pas. Est-ce qu'ils sont pas déjà en autogestion? Je sais pas. Peut-être que Messi, à un moment, il va se dire je sors en Ligue des Champions tous les ans parce que je joue dans une attaque à 2 ou 3 où je défends pas du tout. Je sais pas. Je sais pas parce que entre leurs déclarations et la non remise en question dans la manière de jouer, je comprends pas le lien. Oui, non. Mais après, moi, je comprends déjà pas le lien entre les déclats de Pochettino qui chaque semaine est très content des matchs et les matchs. Surtout qu'en plus, je me dis, il a d'autant plus d'enjeux que nous à ce que les matchs soient sympas à suivre. Parce que c'est quand même Cruyff qui disait moi, je demande à ce que mon équipe joue bien au foot parce que je suis obligé de la voir depuis le banc. Donc, c'est pour voir un match de merde, je préfère faire autre chose, quoi. Et c'est vrai que Pochettino, lui, il peut pas changer de chaîne. Il est obligé de préparer son match, de faire 90 minutes sur le banc. Non, mais sincèrement, alors après, je comprends bien, c'est son job et tout, mais. Je pense qu'il est pas idiot non plus. Il sait très bien que s'il fait des perfs comme ça contre les 4-5 meilleurs clubs d'Europe cette saison, il sort direct. Enfin, je pense. Oui, d'accord, mais n'empêche que c'est lui qui se tape, pas des purges, hein, mais qui voit ça depuis le banc et qui. Enfin, je sais pas, Tourelle, ça l'a quand même mené à moitié en burn-out. Hein. Pas en burn-out, genre, il a coaché juste derrière, donc il n'était pas sur les vrais mecs qui ont le problème médical d'être totalement en panne d'énergie pendant des mois. Il était saoulé, ouais, il était lassé, ouais. Oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, je vais faire un parallèle qui va paraître présomptueux, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais quand tu entraînes des pieds aussi, si tous les week-ends tu joues mal, à un moment tu es fatigué. Tu te dis qu'est-ce que je fais, pourquoi ça marche pas, tu vois. Et j'imagine pas du coup quand c'est des coachs pro avec des joueurs de ce niveau-là de se dire mais ça doit être très frustrant de se dire on n'a pas fait une bonne performance collective depuis le début de la saison, à part City à la limite.
mais parce que tu n'avais pas besoin d'attaquer, parce que tu partais d'un bloc bas et tu allais vite vers l'avant. Ouais, City, on te demandait juste de sortir de la pression et d'être bon derrière, d'être bon à tes 30 mètres. Et Verratti a été exceptionnel. Donc ça a Et Verratti aussi. te porte pendant une bonne partie du match. Ouais. Donc je sais pas. Mais en plus, comme il dit rien, enfin, il se dévoile très peu dans ses extraits. Même quand il passe à chaque fois sur Prime Video après les matchs, il arrive et il fait ah, guys et tout, machin, le mec sympa. T'as Henry qui essaye de lui poser des questions et puis il botte en touche à chaque fois en disant une connerie. Donc, non, mais la dernière fois, Henry lui dit ouais, mais les attaquants ils défendent pas, c'est quand même un beau problème. Et t'as Pochettino qui dit ouais, je sais, ça serait bien qu'ils défendent. Et le match suivant, ils défendent pas plus. Donc je sais pas. Non, mais parce qu'au début, on était perplexe, on se disait bon, ça va venir. Et là, c'est tellement répété. Et là, c'est le moment que Flo développe la théorie dont on parle à chaque fois sur la fin de cycle sans début de cycle, comparé avec les autres entraîneurs. Il a même pas essayé de poser sa patte en arrivant en fait. Ouais. Il a juste repris l'équipe et il fait une allégrée en fait. Non, mais c'est ça. il met les 11 meilleurs joueurs sur le terrain, les 11 meilleurs du moment, et puis il voit comment ça peut tourner, quitte à s'ajuster en cours de match comme il l'a fait là en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Danilo notamment. Mais oui, à chaque fois qu'un entraîneur là, est venu au PSG, il y a eu ces 3-4 premiers mois, allez, peut-être 6 premiers mois quand ça marchait très bien, où le mec essaye de poser sa patte. La lune de miel, on va appeler ça la lune de miel. La lune de miel, mais Emery a essayé des trucs, Tuchel a essayé des trucs. Et puis finalement, Tuchel, quand ça casse à l'élimination. Contre Manchester. Contre United, où il n'a jamais réussi à redémarrer quelque chose. Mais Emery, ça casse à la remontada. Hein. Et Emery, ça casse à la remontada, ouais, en effet. Alors qu'ils font un super match à l'aller et ils tombent sur Monaco en championnat qui était exceptionnel. Donc, Là, ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut pas casser. Pour l'instant, il n'y a rien qui se crée. Ouais. Collectivement, en tout cas. Alors, il y a peut-être des ententes et des automatismes qui vont arriver entre certains joueurs. On attend peut-être qu'à un moment donné, il y ait une connexion qui se fasse entre Messi et Nuno Mendes, comme on avait eu Messi et Alba. Il y a peut-être des ententes comme ça qui vont se développer ailleurs sur le terrain. Mais c'est vrai que dans le plan collectif, il n'y a rien pour l'instant. Le seul truc qui pourrait devenir la patte de Pochettino, ce serait peut-être que le mec qui défend à gauche, ça devienne Neymar, comme il l'a fait un petit peu face à Man City, et que tu te retrouves avec un 4-4-2 en face def avec Neymar qui revient défendre côté gauche, parce que dans la hiérarchie et dans la chaîne alimentaire des trois attaquants, c'est le moins bon des trois aujourd'hui, c'est celui qui sera amené à défendre et à se sacrifier un peu pour les deux autres, et peut-être d'ailleurs qu'il a, vu l'évolution de son physique, besoin, ou en tout cas il trouvera peut-être plus d'utilité en devenant ce joueur un peu plus travailleur, vu qu'il a perdu quand même pas mal en brillance, on va dire, en explosivité. Raphaël. Et autant, tu vois, ça pouvait se comprendre sur les premiers mois que Pochettino n'ait pas le temps de démarrer un truc, parce qu'il y avait les échéances de Ligue des Champions qui sont arrivées super vite. Et il fallait que l'équipe... et puis même le titre, qu'ils ont perdu d'ailleurs. Ouais. Mais tu pouvais même pas te faire des choses en championnat en disant au pire on perd, c'est pas grave, quoi. Et puis les matchs se sont enchaînés, tu vois, il y a eu les coupes aussi, enfin ça faisait beaucoup de choses. Mais tu te disais, en plus il y a eu pas mal de com sur la prépa, avec un gros foncier, ouais, ils courent beaucoup, physiquement ils vont arriver à fond et tout. Avec Ramos, meilleure conditions physiques du jamais vu. Ouais, enfin, on les connaît ces périodes-là de... C'est comme là, il y a des agents préparateurs physiques aussi. Non, mais enfin, c'est des trucs comme ça qui sont dits et tu te dis, bon, allez, pourquoi pas. Mais là, il y a toujours pas de... Il n'y a pas un match où on s'est dit, ah, c'est comme ça que le PSG de Pochettino veut jouer. Bah si, mais alors il a fait l'inverse la semaine suivante et du coup, t'as fait en fait non. Ouais, non, mais après, si tu veux lui trouver une dernière excuse, c'est que alors. Mais c'est même pas que je cherche une excuse, c'est que je cherche une logique en fait et j'en trouve pas. Non, mais j'allais dire, on lui met son meneur de jeu dans les pattes, entre guillemets, fin août, et il s'y attend peut-être pas. Alors, je sais pas s'il avait préparé des choses sans Messi, j'en ai pas l'impression non plus, mais t'as ça aussi. Après, ça fait 2 mois maintenant. Il y a des coachs en 3 semaines, tu vois la patte quasi immédiatement. On peut repenser à Tuchel. De toute façon, Tuchel maintenant, il a flingué à jamais l'excuse du je viens d'arriver, c'est-à-dire non, il y a le contre-exemple, je suis désolé. Mais il y a plein d'autres exemples. Hein. Même Sampaoli, même Conte. Conte qui fait une prépa avec l'Inter et le premier match de championnat, l'Inter joue comme l'Italie de Conte en 2016. Mais même Italiano, la Fiorentina, sur qui tu as écrit sur Copa Arena, la Fiorentina joue. Alors c'est avec le référentiel Fiorentina, mais ça joue vraiment bien mieux avec des vraies nouvelles choses. Je pense que ça date un peu plus, mais je sais pas si vous vous rappelez des débuts de Klopp à Liverpool.
Mais la deuxième semaine, il va taper Chelsea là-bas, quoi. En étant super intense, dans la pressée super haut, tout le monde court. Donc c'est des... Mais oui, pareil, mais même Juric au Torino, là, où, bon, ça va un petit moment depuis 2 semaines, mais pareil, ils font du pressing homme à homme comme des barbares toutes les semaines. Oui, non, tu peux trouver des choses. D'ailleurs, Et, Messi, Dom- et Domenech à Nantes. ouais, Tu vois. dans l'autre sens. On l'a vu aussi, hein. Non, mais La patte pour le aussi, coup, il y hein. avait un vrai effet. Il y avait la patte. C'est juste qu'il jouait un football de 1994. Mais sur Messi, moi qui aimais beaucoup le joueur et qui reste sur l'idée Ah qu'il n'y a ouais, jamais eu de choses c'est un bon joueur quand approchantes, même. Ouais. jamais eu de choses approchantes de l'histoire du foot. Là, j'avoue que des perfs comme ça, il y avait le côté le Barça gâche sa meilleure période, voilà, en l'entourant un peu, pas de tocard, mais voilà, sans forcément l'entourer au mieux. C'est vrai qu'il y a une saison où tu es quasiment invaincu, tu perds l'avant-dernière journée, je crois, face à Levante, où le sidekick, c'est limite Paulinho, quoi, qui doit marquer ses 7-8 buts. Mais en gros, Messi joue tout seul, mais genre, il n'y avait pas de plan de jeu à part donner la balle à Messi, mais finalement, Messi était tellement fort que c'était ton plan de jeu. Et honnêtement, chaque semaine, tu te régalais parce que tu disais, putain, il va quand même pas le faire. Et si le mec gagnait le match tout seul, tu disais, t'as un peu. On n'a pas encore fait vraiment de très bonnes analogies NBA. C'était un peu Durant face à Milwaukee, quoi. Le mec, vraiment, tu sais que s'il baisse un peu d'un ton, c'est terminé. Et c'était Messi joue tout seul, il y avait un côté frustrant parce qu'il voilà, il n'avait pas beaucoup d'aide, mais il y avait Messi. Là, honnêtement, c'est pour faire ça. Enfin, je me dis, tu mets Nkunku à la place de Messi, il y a plus de choses côté PSG, quoi. Et ça m'embête un petit peu de voir un Messi quelconque, un Messi hors des circuits de relance, même qui gagne pas 5 Après, contre 1. t'as pas de circuit, donc de toute façon, Non, mais c'est ça. Mais même c'est lui, pas parfois, un hasard si Messi est moins bon qu'avant, si Wijnaldum est moins bon qu'avant, si... mais même 5 contre 1, il les gagne pas, tu vois. C'est ça qui m'embête un petit peu. Je sais pas. Alors après, il y a eu la Copa América, je pense qu'il y a une phase de décompression. Mais psychologie de comptoir, hein, mais je le vois jouer comme ça, je sais putain, il doit pas être 100% heureux en fait. Tu sais, il doit lui manquer un truc parce que c'est pas. Il y a des phases analogues où il passait 80% du temps avant et où là, il passe 30% du temps, quoi. Puis déjà qu'il courait plus beaucoup, là, dès qu'il a pas le ballon, il court pas du tout, quoi. Enfin, Et même marcher, il marche quasiment même plus. Non, mais vraiment, Oui, oui. Bah, il dès ne que le ballon se est meut pas. perdu, ouais, c'est sûr que le PSG Barça 2017 allait à côté, il est très actif défensivement. Mais bon, après, ça se trouve, il gagnera la Ligue des Champions avec Paris, voilà. Mais ça se trouve, il la gagnera comme ça et on n'aura rien d'autre à dire en fait. Sachant que déjà, l'année où ils se prennent la remontada par Liverpool, ils couraient déjà plus beaucoup. Et enfin, tu vois, s'ils se font pas sortir par Origi et compagnie, ils vont en finale, ils peuvent très bien la gagner avec déjà un Messi qui court pas. Hein, Bon, je pense qu'il la gagne contre Tottenham en finale. je pense aussi, j'espère. Tu te souviens de ce Tottenham de Pochettino qui pressait beaucoup? Quoique là, il commençait déjà à presser un peu moins. Mais, Oui, parce que cette année-là, il passe contre City assez miraculeusement quand même. et contre Puis l'Ajax, assez miraculeusement aussi. D'ailleurs, l'Ajax, Ouais, mais ils les font danser quand même en deuxième période contre l'Ajax au retour. Il y a 15 000 Oui. occasions pour Tottenham. oui, mais alors parce que qu'ils contre annoncent sur City, Llorente. Avec Llorente, ouais. Parce ouais, que bah Llorente après, gagnons ce duel aérien en une mi-temps, je crois. Donc, Après, c'est du foot hein, aussi. Hein. Si tu peux, c'est non, pas non, capable- je sais, t'es mais pas je veux capable dire. de défendre un duel. Je sais, mais je veux dire, c'était pas du grand football, quoi. C'était. Ah oui, non. Oui, c'était pas la Tottenham contre on avait vu contre la Juve d'Allegri où Moussa Dembélé était le meilleur joueur du monde. Oui, c'était Oui, pas c'est le même ça. match. D'ailleurs, je donne une petite déclat là que je viens de voir passer. J'ai la télé à côté, alors le son est coupé, hein, mais là c'était sous-titré parce que c'était en langue étrangère. Donc l'Ajax a battu Dortmund 4-0 et c'est la conf de presse d'après-match. Il demande à Marco Rose qu'est-ce que vous avez pensé du match. Il regarde, il fait un grand sourire, il fait c'est de la merde. Enfin, de votre performance, il fait c'est de la merde. Puis, genre, il reste silencieux, il fait un sourire, et en fait, il y a un temps de latence, puis il enchaîne jamais, en fait. C'est vraiment sa seule réponse, il y a 10 secondes de blanc, et bon, ça enchaîne sur une autre question. Et oui, l'Ajax qui est, alors on n'a pas spécialement l'occasion d'en parler, mais j'ai vu quelques matchs. Vous aussi, vous êtes tombé sur quelques matchs. Je pense que pour l'instant, ils sont plus forts que l'équipe qui fait donc demi-finale de Ligue des Champions il y a quelques années. Donc on va suivre ça parce que si tu me dis que l'Ajax fait finale de Ligue des Champions, je ne mettrai pas mon PEL, mais ça ne me surprendrait pas particulièrement, quoi. Avec Paris, Bayern, City, Liverpool, je mets même l'Ajax au-dessus du Bah, Real, au-dessus du Barça, au-dessus de tout ça pour être dans l'éventuel Alors, demi ou finaliste. je vais vérifier où ça en est, mais il y a quelques semaines, l'algorithme de 538, donc le site de stats américain qui analyse un peu tout, de la politique à la science en passant par le sport, il faut que je retrouve un peu leur classement, mettait l'Ajax, je crois, dans les 4-5 meilleurs clubs du monde en termes de performance. Bah, ils sont quatrième à l'heure actuelle. Ouais, bah, honnêtement, Tu vois c'est... Ils ont un algorithme qui s'appelle le Soccer Power Index.
avec une évaluation offensive, une évaluation défensive et le globalité, donc le Soccer Power Index. Premier City, deuxième Bayern, troisième Liverpool, quatrième Ajax. Et le PSG, par exemple, est 10e derrière Leipzig. Ah. Très étonnant. Qu'est-ce qu'on a encore à rajouter éventuellement sur ce match, Florent? Quelque chose? Ou est-ce qu'on bascule sur Bruges City? Non, on peut évoquer rapidement Bruges City, ouais. Bah, évoquons Bruges City, Raphaël, je crois que tu ne l'as pas vu, donc du coup, je Non. vais basculer avec Florent. Bonne soirée. Merci, à demain. Victoire 5-1 de Manchester City face à Bruges, but de Cancelo, Mahrez sur penalty, Walker, Palmer, qui était rentré, le jeune Cole Palmer, et Mahrez, et réduction temporaire de l'écart de 4-0 à 4-1 de Hans Van Aken, l'un des meneurs de jeu les plus grands du football mondial. Florent, on a vu, je pense que c'est vraiment l'angle qu'il faut prendre, hein, sans vouloir t'imposer les choses. La différence, je te prends pas en traître, on s'est fait la même réflexion pendant le match, la différence entre City qui attaque la profondeur tout le temps et qui a bien vu certaines failles de Bruges et le PSG qui ne l'a pas forcément fait. Parce que là, je vais pas dire que City a fait toujours la même chose, ça serait un petit peu réducteur. Parce que bon, ils ont eu suffisamment la balle pour ne pas faire que ça. N'empêche que ça a beaucoup allongé et que c'est très souvent passé et qu'il y a une bonne partie des buts qui viennent de phases assez simples où tu es au niveau du rang central, un peu dans ton camp et où tu balances en profondeur. Ouais, et où tu as un appel, bah, notamment le premier avec le très bel appel de Cancelo entre Mata et j'ai perdu le nom de l'autre Je de l'autre pense que piston droit c'était. ailier. Alors, c'était Sowa qui était Ah oui, ailier. qui était sur Cancelo et qui est en retard, et il passe entre Mata et le central, ça doit être Hendry Ouais, du c'est coup, logiquement, Hendry, je ouais, de ce pense, côté-là. sur cette action. Mais oui, bah, en fait, City a fait ce que Paris n'avait pas fait, c'est-à-dire que Paris avait souffert du pressing de Bruges et du fait que la ligne brugeoise tienne très haute et que du coup il y ait beaucoup de densité au milieu de terrain, et Paris avait eu du mal à se sortir de cette densité, avait perdu des ballons, avait concédé des situations. Et ce qu'a fait City dans la même situation face à la ligne haute, bah, ils ont joué dans le dos de cette ligne grâce aux appels de Grealish par exemple en début de partie notamment. Et rien que ça, en fait, ça a contribué à faire reculer la ligne de Bruges. Et finalement, une fois que tu as fait reculer la ligne de Bruges, bah, City pouvait installer son jeu dans le camp adverse et développer ensuite son jeu habituel avec les variations que tu évoquais, c'est-à-dire la possibilité aussi de jouer plus directement vers le but adverse grâce à des appels en profondeur. Donc voilà, ils ont fait le match que Paris aurait dû faire. Et on verra d'ailleurs, je sais plus si Paris-Bruges, ça tombe avant Paris-City ou pas, sur les matchs Je crois retour. que ça tombe avant. Ouais, logiquement, ouais, on est toujours en 3-2, en 1-2-3, 3-1-2, il me semble, cette année. Je ne sais plus. Ça va Mais se bref. vérifier. Fais une longue phrase. Mais ouais, on va y arriver. Mais bref, oui, City a été très bon là où Paris avait été très mauvais lors du premier match. Et on a rapidement vu que Bruges ne pourrait pas réitérer son exploit de la première journée. Paris finit par Parce qu'en Bruges à 19h voilà, donc le c'est 7. 1-2-3, 3-2-1. Ouais. Donc maintenant. Donc voilà, on a vite compris que Paris pourrait pas. Que Bruges pourrait pas refaire ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, une fois que City réussissait à les faire reculer et à les mettre dans leurs 30 mètres, ils avaient aussi beaucoup de difficultés pour ressortir. Parce que Oui. City, avec son pressing à la perte, réussissait à tenir. Il y a eu une ou deux phases où tu réussissais à trouver des Ketteler pour Van Aken qui ouvre sur Lang. Mais là, même là-dessus, sur la transition def, Lang était vite rattrapé par Walker, par exemple. Et du coup, il n'y avait pas de situation. Donc voilà, une fois que City avait cette option en profondeur, avait ces appels-là pour faire reculer le bloc médian de Bruges, et ben ils avaient, j'allais pas dire ils avaient quasiment match gagné, mais ensuite ça leur facilitait largement les choses et ça leur enlevait déjà ça enlevait déjà à Bruges beaucoup de possibilités pour être dangereux. À noter, bon, c'est pas forcément rare, hein, surtout avec l'évolution de l'effectif, mais que City n'avait pas de vrai numéro 9, puisque là, aligné, donner rapidement la compo de City, Ederson dans les buts, Walker, Diaz, Laporte, Cancelo derrière, même si Cancelo n'est pas forcément souvent derrière. Ensuite, tu avais Rodri en point de basse, et puis le reste, c'était De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Grealish. Et donc, du coup, même si genre un Grealish était assez fixé à gauche, voilà, ça pouvait permuter, ça prenait beaucoup la profondeur à tour de rôle. Et un mec comme Grealish, par exemple, qui est très bon pour prendre la balle, pour percuter, pour aller provoquer, on sait qu'il est capable de prendre la profondeur, hein, mais tu vois vraiment qu'on lui dit de prendre la profondeur parce qu'il va prendre la profondeur, quoi. Ouais, là ils l'ont vraiment fait. Tu sens, enfin, je pense qu'ils se sont vraiment inspirés de ce qu'on n'a pas fait Paris face à Bruges,
pour vraiment essayer de faire mal à cette équipe belge. Et c'est vrai que Grealish et même Mahrez, qui est pas vraiment un adepte de ce genre d'appel, mais Mahrez marque un but Ouais, comme ou ça. a une occasion, je sais même plus, Non, mais c'est il ça, marque ouais, comme il ça. marque, il fait genre 3 feintes avant de tirer et puis il Ouais, envoie c'est une ça. mine. Donc voilà, les deux ailiers ont vraiment fait ce qu'il fallait faire sur ce match-là. C'est quand même quelque chose, alors Raphaël, j'essaie de te ramener dans la discussion, mais qu'on aimerait bien voir chez Paris finalement, c'est ce genre d'adaptation et tu as l'impression, enfin, encore une fois, City, on le dit là, Mahrez, Grealish, c'est pas non plus des monstres pour faire des appels. Et là, ça fait des appels, tu vois vraiment le plan de jeu spécifique. Alors ok, c'est toujours plus facile quand tu as déjà dans cet ADN. En tout cas, tu as beaucoup travaillé le pressing à la perte, donc du coup, tu te facilites la chose, ne serait-ce que sur le pourcentage de possession que tu auras, sur les zones dans lesquelles tu auras le ballon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir chez Paris, par exemple. Je veux dire, à défaut d'avoir toujours un plan de jeu fort, au moins avoir quelques adaptations, quelques mécanismes. Et Bah, même ça, on les voit parfois contre plus fort pour du coup faire un peu déjouer. Mais face à mais plus faible, même en championnat, hein, on les voit quasiment tous, tous les week-ends, les matchs de championnat de Paris. Tu te dis pas, ah tiens, genre la faiblesse d'Angers, c'est ça, on va les attaquer de manière assez spécifique. c'est-à-dire que du côté de City, tu as une équipe qui joue de façon très préparée pardon, systématiquement, où finalement l'instinct des joueurs disparaît un peu, et c'est un truc qu'on peut reprocher à Guardiola. Ou en tout cas, un effet de son style de coaching qui fait que certains joueurs perdent un peu de leur spontanéité. Je pense que le Sterling de l'Angleterre, par exemple, n'a rien à voir avec le Sterling de City. Oui, D'ailleurs, non, il je vit te une saison un confirme. peu il vit une saison un peu compliquée là, j'ai l'impression, Sterling. Mais en plus, il demande plus de Euh, temps de jeu, et là, il est rentré, il a bouffé limite 3 face à face, donc bon. Mm. Ouais, donc à voir. Et de l'autre côté, tu as le PSG où ça joue quasiment qu'à l'instinct. Et tu prends l'exemple de Verratti contre City, qui joue à l'instinct et qui fait d'énormes diffs, qui joue à nouveau à l'instinct contre Leipzig, mais qui est pris par 2 ou 3 joueurs à chaque fois, et du coup, ça le met en difficulté. Et c'est pareil pour pas mal de joueurs du PSG. Donc on aimerait, c'est nous, on se trouve, il y a des gens qui s'en fichent, mais oui, nous trois, on aimerait quand même qu'il y ait un petit peu d'organisation et de repères collectifs, de code collectif pour le PSG, ne serait-ce que pour avoir des choses qui se répètent de semaine en semaine, parce que ça aide aussi à gagner. Hein. C'est pas que romantique notre volonté. Là, ça gagne parce que tu es meilleur que les autres en championnat. Mais les parcours européens et Ligue 1 dépendent beaucoup de la supériorité individuelle plus que d'autres choses. Et le football, c'est quand même un sport collectif. Donc si c'est juste, comme le disait Allegri, mettre les meilleurs joueurs, même s'il exagère, et les regarder jouer, à ce moment-là, pourquoi avoir un coach en fait? Oui, c'est ça. Et en plus, ça, c'est vraiment une réflexion de quand t'as les meilleurs joueurs. C'est-à-dire quand tu les as pas, tu fais quoi? Tu mets les 11 moins mauvais joueurs Non, mais et c'est ça, tu je les veux dire, regardes jouer. si tu mets tes meilleurs joueurs, mais que l'adversaire est plus fort que toi, bon, bah, c'est tout. On n'a pas, tant pis, on n'a pas de plan, ils étaient meilleurs en face. Bon, on jette Genre, la c'est un pièce, bras ça de se trouve, fer, quoi, tu vois. Le mec a ouais, plus de on force jette en la face. pièce et si on met les occasions, peut-être que ça peut tourner. Tu vois. Non, mais c'est ça. Et puis, mine de rien, les mecs qui pensent beaucoup dans des clubs de, entre guillemets, moins d'importance, hein, mais genre Nagelsmann, Leipzig, mine de rien, je pense qu'avec le recul, on se rendra compte, alors même dans des circonstances particulières, hein, mais que Leipzig fait quand même 2 finales de Ligue des Champions. Avec On a déjà... Nagelsmann, il arrive à Dortmund, au Bayern, et je vais pas dire qu'il tarte tout le monde parce qu'ils ont laissé quand même filer des points par-ci par-là, même si ils perdent contre Francfort, alors que c'est limite le match où ils ont le plus d'occasions de la saison, et Trapp est possédé par l'esprit de la Viachine. Non, Mais mais c'est très simple, Christophe. Il y a quelqu'un qui a parlé de Hoffenheim depuis que Nagelsmann est parti d'Hoffenheim? non. Non. Ni même de Florian Grealish ou de mecs comme ça. Hein. De Kader Abek, des mecs qui étaient super bons à l'époque. Et je le regarde de temps en temps, c'est pas nul, mais ça n'a rien à voir en fait avec Tu l'équipe qui mettait parfois le feu à Liverpool pendant une demi-heure en Bah ouais. préliminaire avant de se faire tuer par 2 adversaires plus forts en 1 Sch- contre 1. Quoi. Schulz qui était très bon et qui maintenant, je sais même pas s'il joue à Dortmund. Bah, là, il a joué, il joue de temps un peu, mais il est pas spécialement bon. Voilà. Donc oui. Florent, Bruges, est-ce que ça remet en cause certaines appréciations qu'on a pu faire, notamment sur le premier match? Le deuxième, on l'avait pas forcément vu, mais ils avaient battu Leipzig, où c'est circonstanciel face à un adversaire comme City. Il y a quasiment aucune équipe qui aurait pu ressortir les ballons. Alors il y a la défense de la profondeur, mais ça c'était un problème déjà identifié. Mm. C'est lié à leur approche. Mais sur les deux Kettler, Noah Lang et tout, est-ce qu'il y a des choses finalement Bah, ils ont eu beaucoup moins d'occasions de s'exprimer que face à Paris. C'était beaucoup plus compliqué pour eux. Non, mais moi, je reste quand même malgré tout assez client de cette équipe et je suis assez pressé de voir le dernier match face au PSG, à la fois pour revoir une presta de Bruges,
mais aussi pour voir si Paris s'inspirera de City et attaquera enfin cette maudite profondeur contre Bruges. Mais il y a quelque chose quand même qui a changé par rapport au match de la première journée, c'est que si Mbappé est dans la même forme que ce soir, Oui, le dernier match contre Bruges risque d'être, on va dire, plus facile, a priori. Voilà. oui, parce qu'attaquer la profondeur, c'est bien, mais si t'as un mec qui va prendre la balle et qui va fixer tout seul, qui va éliminer tout seul, bon, voilà quoi. Les différences, tu les feras aussi. Tu seras pas lancé seul dans un espace vide, tu seras sur un contre 1, un contre 2, mais si tu les gagnes, au Ah, final, la situation est la même, c'est-à-dire que tu te retrouves seul quand même face au gardien, quoi. à C'est voir ça. si Neymar a pas le même niveau qu'il a eu avec le Brésil aussi, où c'était pas du tout le même joueur que depuis le début de la saison, quoi. Oui, ça Sur c'est son totalement. match en sélection. D'ailleurs, c'est vraiment un truc qui me fait marrer parfois. Je suis désolé, je digresse, hein. Mais c'est-à-dire, souvent, je pense qu'à regarder, alors je parle pour moi, hein, mais je suis pas le seul au monde à regarder beaucoup de matchs. Mais à regarder beaucoup de matchs, du coup, tu te fixes beaucoup sur les états de forme, les variations d'état de forme. Et parfois, tu vas dire qu'un mec est vraiment pas bon en ce moment, et quelqu'un qui l'aura pas vu pendant 4-5 mois sera fixé sur l'idée que c'est encore un très grand joueur. Et finalement, quand le mec redevient bon, on te dira, bah oui, il a toujours été bon. Alors qu'en fait, non, c'était genre valable pour Daniel Alves, qui à un moment a eu un creux de 5-6 mois au Barça. Et moi, je disais à tout le monde, non, mais Daniel Alves, il a l'air complètement cramé, c'est fini. Il est revenu à un super niveau. Et tout le monde me disait, putain, mais t'as dit n'importe quoi, c'est Daniel Alves, comment tu peux l'en tirer? Il a toujours été bon. Mais c'est juste que, bah, toujours regarder les mecs, tu te rends beaucoup plus compte des variations de niveau. Et le problème, c'est qu'on peut avoir tendance à enterrer des joueurs. Alors, on verra pour Griezmann, hein. Mais c'est-à-dire que typiquement, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont persuadés que Griezmann est encore un top joueur. Et ça se trouve, il redeviendra dans 6 mois. Et on se dira, bah ouais, bah évidemment Griezmann. Alors qu'en fait, ça fait 2 ans que le mec est proprement nul. Donc on peut jamais totalement enterrer les très grands joueurs. Et donc peut-être que Neymar, dans 4 mois, tout le monde dira, ah putain, vous auriez dû fermer vos bouches et tout. Mais c'est vrai que ce match-là avec le Brésil offre vraiment un sacré paradoxe, parce que ça te rappelle quand même que de temps en temps, le gars est quand même capable d'atteindre des très hauts niveaux de performance dans le contexte particulier des matchs sud-américains, où tu as quand même des qualifs où Ben Brereton, l'attaquant de Championship, est je crois le meilleur buteur des qualifs avec le Chili, ou pas loin. Ouais, Donc c'est toujours un truc un peu particulier, là. mais vu que récemment il n'arrivait pas à être bon contre des équipes moyennes de Ligue 1, tu vois, Oui, non, oui, totalement, totalement. Mais je veux dire, enfin, on a déjà vu des gens qui ont été très bons réussir à le redevenir, alors que quelqu'un qui n'a jamais été bon, ou qui l'a été pendant 6 mois, tu vois, genre Milan Barros, qui ne retrouve jamais son niveau de l'Euro 2004, c'était un peu moins, et, c'était pas et, trop étonnant. David Odonkor. David Odonkor, David Odonkor, qui on le rappelle, avec une seconde de moins au 100 mètres, aurait joué en National 3 à Bobigny. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, ou est-ce qu'on passe au pari? Déjà que Bobigny est en N2 maintenant, Le pire, Christophe, c'est donc qu'en plus, je voulais attention. dire En fait, j'étais parti sur N3, Je suis et sûr que tu as déjà couvert des matchs de Bobigny dans les bien 2 années sûr. Et en précédentes. plus, ils étaient en N2. Et ils étaient bien classés d'ailleurs avant le Oui, oui. Covid. Mais en fait, j'ai dit N3, et le premier club qui est venu, c'est Bobigny, et je savais qu'ils étaient pas en N3, mais bon, fallait bien enchaîner. Je crois Bon, que la bah, CBB est en N2 aussi. oh, ils sont descendus là, ils sont en R1 maintenant, ils Ah, ont enchaîné 2 descentes. oula, pardon, mes excuses aux familles. Je sais pas qui ça intéresse ce passage du podcast, mais Bah, pas Florent, en au tout cas. moins, au moins on l'aura fait, ouais. On va passer au pari avec notre partenaire qu'on salue, notre partenaire PMU.fr. Les paris où je vais lancer Flo, parce qu'il subit parfois nos digressions sans les cautionner. Deuxièmement, parce qu'il nous a envoyé des paris extrêmement rapidement. C'est vrai. Donc je ne sais pas Ouais. si, il les avait préparés, 2, s'il était au taquet, 3, s'il n'avait pas envie de réfléchir, 4, s'il était 100% convaincu par ses paris, mais en tout cas, en quelques secondes, Je crois que tu as la c'est bonne arrivé. raison dans les 4, mais je dirais pas laquelle. J'ai du Manchester United face à l'Atalanta Oui, pour faire plaisir à Raphaël. avec un buteur et un score. Non, pas un Un score, buteur un et un buteur score. et... Enfin bref, C'était un happy bet, c'est un les fameux happy... Bête qui sont de retour en effet. Donc Manchester United Atalanta, c'est demain soir du coup, enfin non, ce soir, puisque vous nous écoutez mercredi matin ou mercredi dans la journée, donc troisième journée de Ligue des Champions. C'est un pari simple, j'ai aucune confiance en United sur ce match-là, et j'ai aussi un petit espoir pour que l'Atalanta fasse quelque chose. Néanmoins, je veux pas jouer la victoire de l'Atalanta. Par contre, je pense que l'Atalanta va marquer des buts à United. En tout cas, on est largement capable. Et du coup, le happy bet, alors il y avait plusieurs possibilités, mais j'ai choisi le happy bet but de Duvan Zapata. Et Christophe, je vais te demander ton avis. Donc but de Zapata, et l'Atalanta marque dans les demi-temps.
voilà le pari. Et tout simplement, pourquoi j'ai pris ça? Parce que la cote est quand même très intéressante, vu le pari, je pense, puisque la cote est à 6,50. Oui. Je trouve ça quand même plutôt bien payé, vu la capacité qu'a United à prendre des buts, vu la capacité qu'a United à se faire bouger dans tous ces matchs de Ligue des Champions depuis le début de la saison. Face aux Young Boys, ils perdent Ils de perdent buts à 1. d'un- Face à Villarreal, ils se font bousculer, ils doivent perdre, il me semble. Ouais, Ils font match nul. Non, ils gagnent. Ah, ils gagnent, Ils pardon. gagnent, mais Derea, c'est le match de Derea. Voilà. Et du coup, je me dis que l'Atalanta, qui est quand même un potentiel offensif bien supérieur à Villarreal et bien supérieur aux Young Boys, peut tout à fait marquer à la fois dans les demi-temps. Et si l'Atalanta marque des buts, généralement, le gros Douvan n'est pas loin. Donc je ne serais pas surpris que ce happy bet soit tout à fait probable, ou en tout cas plus probable que ce que la cote de 6,50 peut laisser penser. Le gros Douvan qui est rentré et qui a marqué ce week-end. ben Match voilà. face à Empoli, une victoire 4-1 avec Ilicic qui rate en plus un péno qui tire dans les tribunes. Elle a toujours un peu enrobé, Ilicic, mais il recommence à être bon. Et j'ai vu le match était assez sympathique. Et donc c'était Muriel qui était titulaire, qui a été plutôt bon, mais qui sort à la mi-temps. Enfin, j'ai tendance à penser que Zapata sera titulaire et que Muriel retrouvera son rôle de super sub qu'il incarne encore beaucoup mieux que Solskjaer finalement. Parce que quand on regarde les stats, Muriel, alors à un moins bon niveau sans doute que Solskjaer qui le faisait en dernier tour de Ligue des Champions, mais beaucoup plus souvent décisif. Ce sera sans doute un meilleur coach. Voilà, faut toujours des rappels, hein, c'est comme les vaccins, faut quelques doses. Et donc ouais, le match était assez sympa et c'est vrai que Empoli jouait correctement, mais la perf de l'Atalanta me donne envie de croire dans ton pari. En tout cas, je le trouve pas aberrant, quoi. L'Atalanta est pas comme sur le début de saison où ça avait un petit peu de mal à trouver le chemin des filets. Ton deuxième pari, c'est sur un match du lendemain, c'est Sparta face à Lyon. Ouais, Sparta Prague-Lyon. Lyon qui a bien démarré sa campagne de qualif en Ligue Europa, puisqu'ils sont déjà à 2 victoires, il me semble. Ouais. Et il y a notamment un joueur qui est en forme et qui a marqué sur la pelouse des Rangers. Je ne sais plus s'il avait marqué lors du deuxième match, mais c'est Karl Toko Ekambi, qui est en grosse forme aussi en championnat depuis le début de la saison, qui est un des principaux pourvoyeurs de stats de l'OL en but et en passe D. Et je pars tout simplement sur un but de Toko Ekambi à Prague pour que le public apprécie. En plus. Voilà. Qu'il leur remette un petit triplé, ça ferait du bien. C'est ça. Et la cote est à 3,10, donc je la trouve intéressante parce que c'est quand même un des Lyonnais les plus efficaces depuis le début de la saison, qui est capable de débloquer des situations, qui en plus, je pense, aura un avantage physique sur ses adversaires directs, et technique aussi d'ailleurs. Bref, la totale. Donc dans les 1 contre 1, je pense qu'il peut leur faire très mal. Je me dis que l'ambiance aussi peut le motiver et lui donner envie de faire encore plus mal. Donc voilà, le but de Toko Ekambi à 3,10 avec un petit chute ou un petit je vous entends pas après avoir marqué pour le public pragois. À noter que je fais partie des gens qui ont un t-shirt du Sparta Prague et que c'est beaucoup plus difficile, du coup, vestige d'un voyage à Prague, et c'est beaucoup plus difficile de l'honorer sans sous-entendu, quoi. Je le porte plus parce que c'est compliqué, quoi, les supporters. Et il avait mis un doublé contre Brøndby, Flo, pour répondre c'était doublé, ta question. D'accord. Et ben, il en rajoutera peut-être un ou deux demain. Ouais. Je me souviens que je m'étais infligé à 3,10 le but. Je m'étais infligé ce match parce que vous regardiez l'autre et que j'étais très contrit. Je n'étais pas forcément emballé par ce match et j'étais assez content que l'ami Karl finisse par marquer. Donc oui, Sparta Lyon, but de Toko Ekambi à 3,10 en espérant pour toi, Flo, qu'il joue et qu'il ne soit pas préservé. Est-ce que je peux vous donner une stat drôle sur Karl Toko Ekambi? Dis-nous. On jugera si elle est drôle. Il a connu 5 clubs. PFC, Sochaux, Angers, Villarreal, Olympique Lyonnais. Il a fait dans chacun de ces clubs 69 matchs, 82, 72, 62, 67. C'est très équilibré. Pour l'instant, c'est pas très drôle. Non, c'est pas très drôle en fait, c'est curieux. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Et il a mis dans chacun de ces clubs entre 21 et 26 buts à l'heure actuelle. 21 au PFC, 26 à Sochaux, 25 à Angers, 24 à Villarreal et 21 à Lyon. Je sais pas, c'est d'une régularité rare. Donc je tenais à le signaler. Florent, est-ce que tu as un avis sur cette statistique? Donc là, il est à 5 buts de battre son record de buts pour un même club. Voilà, c'est pas avec ça qu'il ouvrira le théâtre des deux ânes. Après, j'ai vu que Chevalier... C'est plus Bertrand Renard dans l'idée. Le lugubre Bertrand Renard. et la femme tronc Ariel Boulin-Prat.
idole de Pierre Bénichou au passage. Non, mais j'ai vu que Chevalier, là, l'humoriste le moins drôle de l'histoire des humoristes, là, le combat avec Denis Maréchal, de personnes qui, je pense, ne s'apprécieraient pas, était plutôt d'un bord pas trop validé. Donc, il y a peut-être une place à se faire dans l'humour français. Mais je pense que rien qu'avec ça, je fais une meilleure carrière que Chevalier. Donc, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, ça peut être Cosmidis et Las Palais, ça peut sonner. Ouais, j'ai un peu peur de Las Palais quand même. Physiquement, ne me rassure pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la même catégorie de poids. Ouais, même de pilosité, de visage, je sais pas si. J'espère qu'il partage pas les opinions de son ancien cycliste. Tu ressembles un peu moins à Landru. Alors, toi, tes paris, notamment un match, le Ligue des Champions, c'est Lille face à Séville. Oui, apparemment, oui. J'avais pas souvenir de ça. Bah oui. Alors, non, mais en fait, parce que comme mes paris sont, on va être honnête, très rarement inspirés, je pense que c'est quand même une chose qui revient chez moi. Et rarement inspirant également, c'est ça qui est. Ouais, parce que quand tu crois pas à quelque chose, c'est difficile de faire en sorte que les gens autour de toi y croient aussi. Mais la dernière fois que j'avais fait ça, ça avait très bien marché. Donc je pars sur 2 matchs nuls, et le premier c'est donc Lille-Séville. Un Séville qui marche plutôt bien en Liga, mais qui est une équipe qui a 0 personnalité devant. Enfin, c'est horrible en fait, Séville, le secteur offensif. Je pense que c'est une des équipes avec le pire secteur offensif parmi les bonnes équipes d'Europe. Je déteste tous leurs attaquants quasiment. Ouais, bon, il n'y a pas Papou Gomez quand même. Mais après, ça dépend quelle version de Papou Gomez aussi, parce que c'est pas celui de l'Atalanta. Ouais, non, c'est un peu moins bon. Il y a des éclairs quand même, mais c'est clair que c'est pas la même chose. Mais qui est le meilleur élément offensif de Séville? Cette saison, c'est compliqué à dire. La saison dernière, c'était Nesiri, je pense, d'assez loin. Celle d'avant, c'était Ocampos. Avec Jules Koundé juste derrière. Ouais. Là, honnêtement, on va te dire que c'est limite Jesus Navas, qui était le numéro 2 quasiment chaque saison et qui est toujours dans le top 5 des pourvoyeurs d'expected assist en Liga. Non, c'est difficile, c'est chaque semaine, ils ont un mec différent, pas mal de Rafa Mir en ce moment qui fait des différences. Mais bon, Ouais, bon. Donc voilà, une équipe sympa, mais qui offensivement me fait pas peur. Et Lille a quand même cette tendance à faire des bonnes perfs en Ligue des Champions, mais qui ne payent pas. Donc je pars sur le match nul, c'est à 3-15 entre ces deux équipes. Je pense qu'il y a quand même plus de talent à Lille devant, tristement pour Séville. Si tu mettais les attaquants de Lille en bonne forme à Séville, je pense que ça marcherait mieux. Je suis pas sûr, mais tu es responsable de tes propos. Si tu mets un bon David, un bon Bourak, un bon Ikoné. J'ai démissionné d'Ikoné désormais, et Bourak, son début de saison est catastrophique. Donc, oui, voilà. Mais écoute, je sais pas. Tu préfères la meilleure version de Sousso ou la meilleure version d'Ikoné? Ikoné quand même, mais sur le côté, je préfère la meilleure version de Souzo, même s'il fait toujours la même chose. Mais je veux dire, Lamela, ça peut faire des. Non, arrête. Ça peut faire des arrête, t'y crois même pas à ce que tu dis. Non, j'aime pas du tout Lamela. Non, mais j'aime plutôt bien Ocampos et j'aime correctement Rafa Mir. Et ouais, j'ai pas d'avis. En fait, je suis en train de m'énerver tout seul, donc enchaîne. Voilà. Donc Lille-Séville 3-15, un match qu'on ne manquera pas de regarder, puisque demain, la journée Ligue des Champions n'offre pas grand-chose de mieux de toute façon. À part le Manchester-Atalanta, où je vous l'annonce, Ronaldo va mettre le but de la victoire sur une action moyenne en fin de match. C'est annoncé. Donc c'est mon premier pari, Christophe, c'est Lille-Séville 3-15, et je vois genre un 0-0, voire un partout. Je vois pas beaucoup de buts sur ce match où les deux équipes offensivement ont du mal à enclencher. Alors je me permets une petite digression. En plus, on fait moins d'épisodes que par le passé, du coup chaque épisode doit être un petit peu avoir une meilleure durée de vie, être un peu exceptionnel. Bon là ça n'a rien d'exceptionnel, mais je me permets parce que du coup on n'en parlera pas une autre fois. Donc tu parlais de Lille, la dernière victoire à domicile de Lille en Ligue des Champions, c'était il y a 15 ans face à l'AEK Athènes. Je vous ai fait le quiz avant l'émission pour trouver les buteurs. Alors forcément vous avez galéré, mais c'est pas facile. Et parmi les buteurs, il y a notamment Mathieu Robaille. Et du coup, je voulais quand même revérifier. J'avais un mini doute de savoir si c'était lui ou son frère Samuel. Et donc, du coup, j'ai tapé Mathieu Robaille sur Google. Je suis arrivé sur sa page Wikipédia. Alors qu'il sera peut-être édité d'ici à ce que les gens la consultent. Sur celle-ci figure actuellement la mention « Il est surnommé le Scholes du pauvre et du Cambrésis » par les supporters lillois. Et là, c'est ce qui me fait dire qu'il y a eu un ajout assez récent, c'est à partir de donc il y a 2 fois 2, septembre 2021, Steven Seleptaï, alias le Chinois, devient son coach assistant à l'Union. Mais quoi ? Je ne peux pas le dire.
Clairement, c'est un de ses potes qui a fait l'affiche et qui a mis les C'est surnoms. ça. Alias le Je sais pas, Chinois devient son coach assistant à l'Union Football Lambersart chez les jeunes. Lambersart même. Il manque un R. Donc on salue la personne du club de Lambersart, pas très loin de Lille. Lambersart, Qui a fait l'édition. mais bon club Et- du Nord, Lambersart. hein, Edwin, Christophe. Edwin Lambersart. Ah non, mais bon club de jeunes, Lambersart, il y a toujours des bons joueurs. Absolument, c'est un bon petit club. Ton deuxième pari, après cette mention de Wikipédia, qui c'est toujours intéressant. Wikipédia, on trouve toujours des belles choses. C'est sur le Betis Leverkusen, qui sur le papier présente quand même un taux de sexitude assez élevé. Oui, c'était, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pensait forcément jusqu'à ce week-end où Leverkusen s'est fait atomiser par le Bayern. Alors, le Bayern atomise pas mal d'équipes, mais j'avais annoncé ça dans les colonnes de l'équipe comme le match au sommet de la Bundesliga. Bon, je crois qu'il y avait 3-0 après 15 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait un 0 au bout de 3 minutes, et je crois que le 3, le 4 et le 5, c'est en 4 minutes. Mais le pire, c'est que Leverkusen n'était pas trop mal. Mais le temps faible était assez faible, on va pas se mentir. Et Leverkusen et Betis, qui sont tous les deux premiers ex-aequo de leur poule avec 6 points, poule où il y a aussi le Celtic, qui a gagné contre Ferencváros d'ailleurs en jouant mardi soir, pardon. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça s'est joué mardi soir, mais peu importe. Donc voilà cette poule, donc c'est une bataille pour la première place, et il faut rappeler que la deuxième place n'est pas directement qualificative du coup, en Ligue Europa maintenant. Absolument. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Tu Donc, passes par un barrage où tu vas affronter les troisièmes de Ligue des Champions. Donc c'est tout de même important. Ce sont deux équipes que j'avais mis dans les clubs à suivre en Europe, dans l'article pour l'équipe. Dans les colonnes de l'équipe, rappelle-le Dans bien. les colonnes de l'équipe, parce que le Betis avait bien démarré la saison avec pas mal de joueurs sympas quand même. Alors Canales qui régale pas mal, Fekir qui est, je crois, Fekir très bon, Ouais. a priori. qui est un des mecs en Europe qui fait le plus d'actions créatrices d'occasion, pour C'est ça. lui-même ou pour des partenaires. Donc, et puis on peut parler de Guardado qui est toujours là, de bons joueurs. Il y a Bellerin qui à droite commence à jouer. Donc c'est une équipe il y a Joaquin qui joue toujours d'ailleurs, toujours là de temps en temps. Ouais, top 5 des matchs disputés en Liga dans l'histoire, je crois, depuis ce week-end, des passeurs décisifs. Alors je pense que, enfin, il a joué avec les espoirs espagnols, donc il va commencer à faire un peu de bruit, même s'il n'est pas tout jeune, il a 21 ans, mais j'aime beaucoup Rodri. Et Rodri, pas de City, mais Rodri, le petit du Betis. Un gaucher que Christophe, je pense, tu dois visualiser. Je sais pas si tu l'as vu récemment jouer ou pas. Pas récemment. Un ailier gaucher plutôt pas mal, qui a fait un bon début de saison avec Séville, très intéressant. Donc, bon, après la défense centrale, Petzela, Bartra et compagnie, c'est toujours un peu compliqué. Je pense que c'est là où le bas blesse pour cette équipe. Mais en tout cas, il y a Juanmi qui est encore là. Enfin bref, c'est une équipe et Lainez qui ne joue jamais. Il faut préciser, lui, depuis qu'il est au Betis, il ne joue pas du tout. Donc du côté du Betis, il y a des trucs plutôt sympas. Et puis les Leverkusen, même s'ils se sont fait éclater par le Bayern, c'était une des équipes les plus fun depuis le début de saison, avec énormément de joueurs cool. Donc mon pari, c'est un match nul entre les deux équipes. J'ai voulu partir sur plus de 2,5 buts marqués, mais ça valait rien à la cote. Là, c'est à 3,50, le nul entre les deux équipes. Et je pense que ça peut... En plus, c'est à 18h45. Donc ça peut être un match qu'on regarde, mais je ne sais pas qui est le club français qui joue à 18h45 jeudi. Est-ce que ça peut... Je crois que c'est Marseille-Lazio. Ah, me semble. mince. Parce que du coup, Marseille-Lazio, ça peut être sympa aussi. À voir quelles 11 vont être alignés par les deux équipes. Mais Marseille-Lazio, non, c'est 21h, Flo, Marseille-Lazio. Ah non, Lazio-Marseille, non, t'as raison, c'est 18h45, donc on va pas pouvoir voir les deux en même temps. Donc, c'est un bon radio qui vient de dire. Si vous n'avez pas envie de voir Marseille ou pas envie de voir la Lazio, vous pouvez regarder Betis Leverkusen, voir si mon pari va passer, et sinon passer un bon moment, je pense, devant un match entre deux équipes qui envoient du jeu. Merci Raphaël d'envoyer du lourd sur tes analyses. Merci à Florent également de sa participation nocturne. On se retrouve jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. A priori, Flo, on va voir un peu comment on monte tout ça. Ouais, absolument. On va se retrouver en effet dans la nuit de jeudi à vendredi pour revenir sur les derniers matchs des clubs français en Coupe d'Europe. Donc on va parler de Séville, de Lille face à Séville, de Marseille face à la Lazio, de Lyon face au Sparta Prague et de Monaco face au PSV Eindhoven du coup. Et peut-être aussi du Stade Rennais, puisqu'on nous a reproché de pas assez parler du Stade Rennais. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de matchs à regarder et la Conference League pour l'instant, elle passe un peu à l'as. Puis rien ne les empêchait de se qualifier pour la C3 au lieu d'aller en C4. Hein, je veux dire, on n'a jamais parlé de la Coupe Intertoto non plus. Totalement gratuit parce qu'il n'y avait pas de Coupe Intertoto à l'époque. Mais non, les Rennais très sympathiques, mais c'est vrai que les mecs qui nous agressent, écoutez les gars,
Désolé, mais On a, on, voilà. on a parlé d'eux quand ils ont battu le PSG, on a écrit sur eux sur Copa Arena, donc il y avait quand même des trucs. Aussi. Non, mais ça sera peut-être l'occasion de reparler d'eux Après, quand ils après, vont rejouer Tottenham sur la fin de la phase de poule. là, Normalement, ce sera le dernier match du coup si on est il en joue à un 2-3-3 club, d'ailleurs. là, il joue à un club qu'on connaît même pas, qui a même pas de logo sur Google, donc je ne sais même pas qui c'est. Mais on est sûr qu'ils Ouais. jouent vraiment un club, que c'est pas genre une association Non, non, mais en mode foot à 7 en FSGT. vrai, c'est un club quoi, slovène? C'est quoi, c'est Jean-Louis Ouais, c'est Murat? Murat. C'est Murat, ouais, c'est ça. c'est Vincent Murat, ouais. Enfin, Ouais, c'est slovène, c'est ça? ouais, je crois que c'est slovène. Ah bah il joue, oui, c'est même championnat que Maribor, donc c'est slovène, c'est ça? Oui, oui, et c'est un Et- Maribor, meilleur souvenir des Lyonnais. Oui, oui, club slovène. Bon, c'est un peu, c'est pas hyper engageant, on va pas se mentir. Le 18h45, SK Murat, club fondé en 2012, cinquième de son championnat, qui a une victoire depuis septembre, depuis mi-septembre, et dont je ne connais aucun joueur. C'est pas parce que j'en connais aucun que vous n'en connaîtrez aucun vous, hein, mais... Non mais par contre, selon là où on est Rennes dans sa poule, on pourra en parler lors de la 6e journée parce qu'ils vont à Tottenham. Donc là, ça Oui, peut mais être. je pense qu'on en parlera forcément à ce moment-là parce que j'imagine que d'autres clubs français en Ligue Europa auront déjà plié ce qui se passe dans leurs poules respectives. Et c'est vrai que Rennes, a priori, là, ils sont dans un duel à distance jusqu'à cette dernière journée, puisque là, ils sont à égalité de points avec Oui, Tottenham. je pense que ça va tout gagner, a Et priori, des deux côtés, quoi. logiquement, ça doit tout gagner des deux côtés et tout doit se jouer lors de ce dernier match pour la première place. Sachant que ça a fait 2-2 Euh, l'aller entre les deux équipes. Donc, Ouais, donc ça devrait faire un joli match le 9 décembre, dont on parlera au plus tard, ça sera à ce moment-là. Ça marche. Et donc, je ne suis pas sûr de pouvoir garantir ma présence à l'épisode de jeudi. Je pense que j'irai sur un match du PSV Monaco en tant que spectateur, voir un petit peu de foot dans un stade pour changer de Lille et des déplacements du LOSC. Mais on verra comment on s'organise, si vous faites tout à deux, si je suis là finalement, si on enregistre une première partie en débrief Ligue des Champions et que juste la Ligue Europa sachant vous faites sans moi. que ce sera peut-être un monologue de Florent parce que je me fais opérer dans la journée de jeudi. Donc on n'est pas sûr que, tu vois, que je sois en état de participer jeudi soir dans la foulée. Donc ça à voir. À voir selon le seuil de douleur, parce que si je dois me shooter avec des trucs, je pense que ça peut être un Je épisode trouve ça assez rigolo. glorieux. À la fois mes Bah, souvenirs de moi, ma dernière opération, et mon chat quand il se fait opérer, qui est complètement stone. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. ouais. Puis il faut rappeler que tu as quand même brillamment remporté un quiz de l'after en étant complètement torché. Donc C'est vrai. C'est vrai aussi. on sait jamais. C'est vrai aussi. Comme quoi, il n'y a pas de règles dans le foot, ni dans la vie d'ailleurs. Merci, Tout va très vite. merci messieurs. On prendra les épisodes les uns après les autres, et le prochain, ça sera l'épisode 6 dans 2 jours. Merci de nous avoir écoutés, et à très vite. Ciao. Salut. Cordialement.